Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre! Au changement de beat! Le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it! Je suis PH Quentin, avec moi, Doom Plante. On va dans l'espace. Aujourd'hui, c'est bon, j'aime ça tes introductions. Aujourd'hui, on va dans l'espace avec Farah Alibé. C'était un réel plaisir de la recevoir. Elle est ingénieure aérospatiale. Elle travaille à nul autre que la NASA. Elle a travaillé, entre autres, sur le projet Persévérance, qui est un robot qu'ils ont envoyé sur Mars pour recueillir des samples puis envoyer des données ici. Elle a un parcours vraiment fascinant. Elle vient aussi de sortir un livre. Mon année martienne. À la grande majorité de nos auditeurs qui sont en version juste audio, ça vaut la peine de mentionner que Dom a le livre dans ses mains. J'ai le livre dans mes mains puis je l'ai pointé vers la caméra. Livre vraiment fascinant. Je suis en pleine lecture de ce livre-là. Et puis, on parle de son travail de scientifique, d'ingénieur, mais aussi beaucoup de son histoire, l'histoire de sa famille, les difficultés qu'elle a rencontrées au cours de sa vie, étant une femme d'origine indienne, grandie à Joliette. C'est vraiment super fascinant. Je pense que je vous encourage à vous procurer le livre et de découvrir cette personne incroyable. On est allé vraiment dans plein de directions dans le podcast. On a parlé de vie dans le cosmos. On a parlé de son travail spécifiquement, qu'est-ce qu'elle fait au jour le jour. On a parlé de Mars. On a parlé... on a exploré l'univers, carrément. C'est exactement ça qu'on a fait. Puis c'est le fun parce que Farah est vraiment casual puis laid back, tu sais. Fait qu'on a parlé de trucs qui sont quand même conceptuellement assez avancés, mais de façon super légère et facile d'accès, là. On a ri beaucoup. Ouais, c'est vraiment une bonne vulgarisatrice aussi, tu sais. T'as su vraiment dans ce qu'elle explique. Puis c'est des fois, ça fait peur, mais penser à cette affaire-là. Des fois, ça glace le sang, penser à comme l'infini du cosmos. Mais... Moi, ça me fascine, man. Ça nous remet en proportion, ça nous rappelle notre place dans l'univers. Tu sais, dans une galaxie près de chez vous, là, quand ils font juste se promener, puis là, ils reçoivent genre des messages de comme... avec les statistiques de la planète, là. Ouais. Puis là, ils font genre, oh, une planète qui serait habitable, puis là, ils vont, tu sais. Ouais. Imagine ça, comment ça serait hâte de faire ça. Ben oui, man. Et on est d'y aller, je pense qu'on est loin, mais d'être capable de voir une planète puis de dire genre, hey, celle-là, des trucs intéressants, elle ressemble à la Terre. On est déjà un peu rendu là, puis on va l'être de plus en plus. C'est vraiment fascinant. Je pense que je veux pas brûler de punch aussi du podcast, mais Farah est convaincu que le Sans Fil podcast, c'est ça qu'on fait, là. On garde la tension tout au long. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être au bout de votre chance pendant toute la... Mais tu sais, Farah est assez convaincue que s'il y a de la vie s'il y a eu de la vie ou s'il y a de la vie dans le système solaire sur Mars ou ailleurs, on va le savoir là, de notre vivant, en tout cas de notre vivant possiblement à nous. C'est assez formidable, c'est assez impressionnant. C'est fly. C'est capoté. Fait que merci gang, puis on vous laisse à cette magnifique conversation. Bon podcast. Bonne écoute. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Challenge You. Challenge You, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme en ligne qui vous aide à décrocher votre diplôme d'études secondaires. Alors, pour toutes les personnes maintenant adultes qui n'auraient pas terminé le secondaire pour toutes sortes de raisons, ben Challenge You est là pour vous. C'est en ligne, c'est 100% gratuit. C'est accompagné de vrais professeurs tout au long du processus, dans vos études, dans vos examens. Vous vous déplacez seulement à la fin de tout le processus pour aller faire votre examen du ministère dans un centre de formation aux adultes. Sinon, tout se fait selon vos termes. Vous pouvez étudier le matin, le soir. Vous pouvez faire 8 heures de français une journée, 8 heures de maths de l'autre. Vous pouvez faire des cours de maths, français, anglais de secondaire 3, 4 et 5. Et c'est tout dans ça dans un environnement ludique. C'est super le fun. C'est fait de manière amicale. Si être sur les bancs d'école, en fait, et vous déplacer à chaque jour pour aller dans une classe, c'est pas fait pour vous, ben Challenge You est possiblement la solution pour vous aider à décrocher ce bon vieux diplôme, parce que ça peut quand même servir dans la vie, un diplôme d'études secondaires. C'est quand même avoir une bonne corde à avoir à son arc. Et si on a des moyens comme Challenge You de faciliter l'obtention de son diplôme, mais pourquoi pas en profiter? Alors je vous encourage à y aller, à foncer, à mettre l'effort, à redoubler d'ardeur pour décrocher son diplôme. Ça vaut vraiment la peine. Alors,
Challenge You. Allez checker ça, ça vaut vraiment la peine. Let's go! Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped. Manscaped, qui sont les meilleurs produits pour hommes, pour le soin du corps, de la pilosité, pour l'entretien du corps de l'homme et de n'importe qui, en fait. Manscaped, moi, c'est des produits que j'adore, que j'utilise au quotidien, vraiment. Pour la gestion, comme je le disais, de la pilosité, ben, le fameux Lawnmower 4.0 qui est ici, c'est vraiment le meilleur outil. Il est waterproof. Vous amenez ça dans la douche, ça va vraiment super bien. Il n'y a pas de petits poils qui restent pris dedans. C'est vraiment super. Il y a le shampoing, il y a le revitalisant, il y a des crèmes hydratantes pour le corps, il y a le toner. C'est vraiment complet. Et là, il y a un nouveau produit, en fait, qui vient tout juste d'annoncer. On ne l'a pas encore reçu. En fait, je ne l'ai pas avec moi. Ça devrait être arrivé dans la boîte à lettres très bientôt. Et c'est le Beard Hedger. Alors, vraiment, une tondeuse électrique spécialement faite pour la barbe. Connaissant la qualité des produits Manscaped, ça risque d'être révolutionnaire. En fait, ça risque d'être la meilleure tondeuse que j'ai jamais eue sur le marché. Elle est déjà disponible, vous pouvez la commander sur le site. Moi, je la recommande, c'est sûr. Je ne l'ai même pas encore essayé, puis je la recommande. Il y a plus de 20 ajustements de longueur pour votre barbe, en fait. Donc, que vous aimez ça très court, moyennement court, un petit peu plus long, vous pouvez vraiment avoir, en fait, le look custom, pratiquement, pour vous. Le look exact que vous désirez. Vous allez pouvoir l'avoir avec la précision la plus pure de chez Manscaped. Donc, on n'hésite pas. On a un code promo pour 20% de rabais. C'est sans filtre, en un mot. Sans filtre. Donc, on profite des bons produits Manscaped. Moi, je les recommande. J'irai à la guerre pour Manscaped. Je ferai n'importe quoi. All right. Parfait. Ça roule. Merci d'être là. Ben oui, je suis contente. Merci d'utiliser cette plage horaire dans ton horaire chargé de passage à Montréal. Oui, ben, je suis contente d'être ici. Ouais. Fait que tu nous disais que ça brassait quand même quand tu venais ici. Oui. Il me bug bien solide quand je suis ici. Là. Comme aujourd'hui, j'ai 3 choses demain aussi. Là. C'est comme, là, il faut que tu partes de là à cette heure-là. Ça va prendre 15 minutes de rendre à la prochaine place. Mais c'est une vie que je vis juste ici quand je suis ici. Puis après, je rentre à ma vie normale. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est plus mollo, ta vie normale? Mais il y a plus de routine, tu sais. OK, ouais, je comprends. Tu sais, des fois, c'est sûr que c'est un peu fou, ma vie normale aussi, mais pas comme... C'est pas le même genre, tu sais. C'est plus comme tu rentres au travail, puis là, t'as des choses qui se passent au travail. Là, mais j'ai pas... je fais pas un podcast ce matin, une conférence l'après-midi, puis un show de télé le soir. Ouais, je comprends. C'est quoi ton quotidien là-bas, dans le fond? Ça ressemble à quoi une journée typique? Ben moi, je suis une lève-tôt. Je ne l'étais pas avant, mais je suis une lève-tôt, je vais au gym le matin. C'est la pandémie qui a fait ça, je sais pas vous autres, mais... on en parlait un matin. Moi aussi, je suis rendu lève-tôt, vraiment plus qu'avant. Parce qu'il n'y a personne au gym le matin. Fait que, tu sais, au début, quand on revenait au gym, j'étais comme, bon, je vais y aller quand il n'y a personne. T'sais. Puis là, c'est rendu que c'est juste, j'ai pas le goût de voir le monde. Un classique. Je suis comme, du monde au gym. Non, je vais pas attendre. Puis après, c'est ça, mon travail de jour à jour, ça dépend vraiment. Comme là, en ce moment, on est en développement d'une nouvelle mission. Je travaille sur une mission qui s'appelle Spharex. C'est un satellite qui va être lancé en 2025. Fait que... Puis je travaille avec un contracteur qui est au Colorado. Fait que des fois, je suis en Los Angeles, des fois, je suis au Colorado. Puis on se prépare à faire les tests de système. Ça veut dire qu'en ce moment, on travaille avec tous les vendeurs. Comme on va acheter l'ordinateur quelque part, on va acheter le système de communication quelque part, la radio, tout ça. Fait qu'ils ont tous comme un petit peu des problèmes en ce moment. C'est toujours comme ça, c'est jamais parfait. Fait que de jour à jour, en ce moment, c'est beaucoup de troubleshooting. Ah ouais, hein? J'appelle là, mais là, le mois prochain, dans quelques mois, on va commencer comme les tests de système. Fait que là, à ce moment-là, je vais être plus au Colorado, puis être là pendant les tests, puis aider pour ça. Le satellite, il est terrestre? C'est un télescope. Fait que ça va être en orbite autour de la Terre, mais ça va regarder les étoiles. Ah ouais, OK. Ça va prendre des cartes des cieux. Puis, c'est quoi son objectif? Y a-t-il des choses précises qu'il va pouvoir faire que d'autres ne font pas, mettons? Ben, c'est un télescope en infrarouge, comme James Webb, que vous connaissez peut-être. Ouais. Mais James Webb, tu sais, bon, c'est pas la même grandeur que James Webb du tout. Là. C'est comme 10 fois plus petit que James Webb. Puis James Webb, tu sais, ça prend des photos à très, très haute résolution, mais son champ de vue à la caméra est plus petite. Nous, on a un champ de vue très, très grand, mais une résolution plus basse. Fait que ça va nous permettre de prendre des cartes
complète du ciel. OK. Puis de là, fait qu'on va prendre quatre cartes complètes. Fait que t'imagines comme... c'est un peu comme quand tu ouvres Google Maps, puis t'es de haut, puis là, tu fais un zoom-in pour voir plus près. Tu sais, c'est deux différents types de caméras. Il y en a qui... Fait que imagine un peu ça comme ça. Tu sais, que nous, on va faire une grosse carte, puis ça va permettre à d'autres satellites de voir, OK, là, je veux voir ce qui se passe là. Mais ça te permet aussi de faire comme des statistiques au macro de, regarde, il y a combien de galaxies là, ou c'est ça, c'est comme ça que ça se passe dans ce coin-là de l'univers. Bon. Fait que le but, c'est justement d'avoir une carte plus claire, finalement, du cosmos. Oui, plus complète. Puis ça nous permet aussi de comprendre... ça va nous aider à comprendre, dans le fond, le début de l'univers aussi. Tu sais, comme avec toutes les autres informations qu'on va avoir des autres télescopes, ça va nous permettre de comprendre, en fait, l'expansion qui s'est passée après le Big Bang. Okay. C'est ça, le but, c'est de comprendre ça, de comprendre comment les galaxies se forment, puis aussi d'étudier où est-ce que l'eau est dans les galaxies, comment l'eau se forme, comment les glaces se forment dans les galaxies, puis on s'intéresse à ça pour la vie. OK. Puis pour ce qui est du Big Bang, tu sais, on sait à peu près, je pense, c'est arrivé il y a combien de temps exactement? Fait que c'est quoi qui reste c'est quoi la part de mystère qui reste autour du Big Bang maintenant? Mais même le système qui s'est passé, mais pour Sphérax, puis là, je suis pas une astrophysiciste, mais même l'expansion qui s'est passée au tout début après le Big Bang, tu sais, c'est pas... Il y a différents modèles qui montent à la vitesse que ça serait expansé, comment ça serait passé. Fait que on comprend un peu ce qui s'est passé, mais pas... mais tu sais, il y a toutes sortes de modèles qui fit en ce moment parce qu'on a juste certaines données. Fait qu'avoir plus de données, ça nous aiderait à comprendre exactement ce qui s'est passé. Sphérax ne va pas retourner au tout début du Big Bang, mais avec James Webb, ça se peut qu'on en apprenne encore pour des premiers moments de l'univers. Ah ouais, hein? Ouais. C'est excitant. Moi, ça me fait capoter toujours de ce genre de conversation-là, tu sais, de comme des trucs que nous, au quotidien, on pense pas. Tu sais, je pense pas à ça, là, tu sais, genre, là, on veut comprendre le début de l'univers. C'est comme, fuck, man. Moi, le matin, c'est comme, j'essaie de comprendre comment faire mon café. Je fais ça aussi, par exemple. Ouais, c'est ça, exact. Mais, toi, quand tu travailles sur un télescope comme ça, tu dis que c'est du troubleshooting, là, mais mettre en place un télescope comme ça doit être infiniment compliqué. Là. Combien il y a de personnes qui travaillent là-dessus? Ce projet-là, il est plus petit. Je dois dire qu'il doit avoir peut-être 100-200 personnes. Okay. C'est pas aussi grand parce que c'est un télescope qui est quand même plus petit. Ouais. Tu sais, quand on parle de James Webb, il y a dû avoir des milliers de personnes qui ont travaillé dessus. Ouais, c'est peut-être 1000-2000 personnes qui ont travaillé. Ben, plus que ça, j'oserais pas dire le nombre parce que c'est une collaboration internationale. La même chose quand j'ai travaillé sur Perseverance. Il devait y avoir 1000-2000 personnes facilement qui ont travaillé là-dessus. Tu sais, je pense que tu pourrais aller voir n'importe où sur mon laboratoire, puis quelqu'un aurait dit, oui, j'ai fait ce petit bout-là, ou j'ai aidé là. Puis en plus qu'on a des collaborateurs internationaux, encore une fois. Mais là, oui, l'équipe est, comme nous, mon équipe est comme une vingtaine de personnes. C'est pas plus que ça. Fait que, puis, c'est quand même j'imagine que tout ce monde-là, c'est quand même des bons crinqués, là. Puis, mais c'est comme une deuxième question qui... C'est du monde qu'on appelle des bols. Des bols. Des bols. Mais est-ce que les projets sont chapeautés par quelqu'un? Tu sais, y a-tu, mettons, un genre de directeur de projet où tout le monde est tellement... OK, puis il y en a un, puis j'imagine que pour être un directeur d'un projet de plein de crinqués... Il faut que tu connaisses ton affaire quand même aussi. Oui, mais tu sais, c'est intéressant parce que tout le monde a ses propres dons, ses propres qualités à amener à un projet. Fait que, par exemple, quand tu as un projet, c'est un peu comme n'importe quel projet, tu vas avoir comme un project manager. Avec lui, c'est vraiment lui qui est en charge comme de l'argent. Parce que, tu sais, il y a un côté comme, il y a des gens qui ont des budgets. Ça prend un budget. Pas d'organisation. On peut pas juste dépenser ce qu'on veut, malheureusement, parce que c'est l'argent des taxes. Fait que, faut faire attention. Fait que lui, c'est vraiment ça, mais il faut aussi qu'il comprenne le côté technique très, très bien. Donc, normalement, c'est un ingénieur, parce que, justement, quand il y a des risques à prendre, quand il y a des décisions à prendre, mais lui, il faut qu'il comprenne. Il faut qu'il soit capable de comprendre. Mais, tu sais, il faut aussi qu'il fasse confiance à son équipe parce que tu comprendras jamais tout. Puis là, en chef de projet, de l'autre côté, il y a aussi un chef technique qui est un chef indépendant. Ben, pour nous, c'est une femme sur mon équipe, mais c'est une autorité technique indépendante. Fait qu'ils ne sont même pas payés par le projet, ils sont payés par l'institution pour nous autres. Puis c'est eux qui, tu sais, comme si j'ai un problème technique ou si j'ai quelque chose à présenter, c'est à elle que je dois présenter ça, puis c'est elle qui m'aide à faire ça. Ou s'il y a un problème que je dis, hey, là
on a un problème ici, puis il n'y a personne qui s'en occupe, je peux aller la voir elle, puis c'est comme elle qui est en charge du côté technique. Puis après ça, il y a aussi une personne qui est en charge de ce qu'on appelle le quality assurance. Fait que tout ce qui est comme les morceaux de mon ordinateur, les décisions, les problèmes qu'on a, tu sais, puis c'est des gens qui ont beaucoup, ces 3 personnes-là, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience. Parce que, genre, j'ai un doctorat, moi, mais je ne l'utilise pas de jour à jour. Tu apprends vraiment tout sur la job. L'ingénierie, c'est vraiment comme d'apprenticeship. Il n'y a pas de... Tu n'apprends pas grand-chose à l'école, en fait. Tu sais, on parlait du Big Bang de 2 secondes, puis, tu sais, mettons, toi, t'es rentré dans ce domaine-là. T'es-tu rentré par la porte de plus, tu te posais des questions, ces questions-là de où est-ce qu'on vient, y a-tu de la vie ailleurs, ou plus t'aimais ça, tu sais, le côté plus pratique de l'ingénierie, puis c'est plus par là que t'es arrivé dans ce domaine-là? Les deux. Je pense que je savais déjà que, tu sais, je pense que, comme tous les enfants peut-être, là, je regardais les étoiles quand j'étais petite, je voulais comprendre, puis c'est encore ça qui me motive beaucoup, là, parce que, tu sais, en ingénierie, tu peux aller un peu partout. Maintenant, il y a tellement de choses vraiment cool à faire. Fait que pour moi, c'était plus ça. Puis éventuellement, j'étais comme, OK, je veux travailler dans l'espace, mais qu'est-ce que je veux faire dans l'espace? Parce qu'il y a comme tellement de métiers. Est-ce que je vais être scientifique? Qu'est-ce que je veux faire? Puis j'ai toujours eu un cœur d'ingénieur. Fait que c'était comme, OK, c'est parfait, on fait les deux. Fait que, c'est ça. C'est un peu les deux. Mais c'est ça, la quête, la recherche de trouver des réponses à des questions qu'on a toujours cherchées. C'est ça qui me motive. C'est ça qui... Parce que, tu sais, ce que j'adore dans ma job, puis je te dis pas que je travaillerai toujours là, mais c'est pas pour le profit ce que je fais. Il y a pas de... Oui, on a des budgets, mais il n'y a pas de profit. Mes stakeholders, c'est le public. C'est beau à dire quand même que c'est ça que je fais, puis c'est quand même un privilège de dire que je suis payé pour... c'est vraiment pur. Tu ramènes pas de l'argent à quelqu'un, tu ramènes des connaissances à tout le monde, dans le fond. Oui, c'est ça. Puis ça, j'aime ça beaucoup de ma job. Puis il y en a en ingénierie, il y en a des options, mais c'est dur de dire que je... de partir de ça. Peut-être un jour qu'il y aurait quelque chose de plus intéressant que je me dirais, oui, je vais aller faire ça là-bas. Mais pour l'instant, c'est pas mal... C'était ta dream job, dans le fond. Oui. C'est malade. Tu parlais de budget tantôt, puis de gestion de budget. La question est... tu sais, on parle beaucoup, surtout aux États-Unis, tu sais... comment on met d'argent dans l'exploration spatiale quand, mettons, il y a encore des problèmes plus micro, tu sais. À quel point est-ce que il y a une limite monétaire à ce qu'on peut faire à l'exploration spatiale, au sens où est-ce qu'on est limité par les budgets qu'on a? Est-ce que si on avait infini de ressources, on serait vraiment plus loin, ou est-ce qu'on est comme limité par la vitesse à laquelle on peut progresser, mettons? Ben, c'est une bonne question. Je pense que c'est un peu des deux. Je pense que c'est sûr que si tu avais un budget infini, on pourrait en faire beaucoup plus qu'on en fait maintenant. On pourrait tout faire. Oui, parce qu'on s'entend que, tu sais, par exemple, là, en ce moment... le budget de la NASA aux États-Unis, c'est moins qu'une scène pour chaque dollar que tu payes de taxes aux États-Unis. Fait que c'est vraiment pas beaucoup. C'est beaucoup moins qu'une scène même. Ça veut dire par dollar que tu payes en taxes. Oui. C'est moins d'1% du budget annuel va à la NASA. Puis encore là, quand on parle de ce qui va à la NASA, ça va pas juste à nous en exploration robotique, au JPL, ça va à l'exploration humaine, ça va à SpaceX. Toutes ces compagnies-là qui ont des... Ça va tout ce qui est la recherche, ça va tout ce monde-là, fait que c'est vraiment très, très séparé. Puis quand on regarde, par exemple, les budgets dans les temps d'Apollo, en 1960, on était vers les 2-3 %. Fait que quand tu avais 3 fois plus de budget, c'est sûr qu'on peut faire des choses extraordinaires. T'sais. Fait qu'il y a ça, mais... Là, ce qu'on voit dans les dernières années, c'est que oui, le budget commence à monter, mais on a une pénurie de main-d'œuvre. Parce qu'il y a tellement... Mais c'est le fun, il y a tellement de compagnies en aérospatiale que, tu sais, nous, on n'a pas assez de monde pour faire le travail à faire. Fait que ça, c'est intéressant aussi parce qu'on est obligé là, il y a des projets qu'on aurait aimé faire plus tôt, qu'on est obligé de ramener plus tard parce qu'on n'a pas assez de monde. Mais disons, si tu avais assez de monde, puis assez d'argent, puis tu n'avais pas comme... De problèmes de main-d'œuvre. Oui, de problèmes de main-d'œuvre et de problèmes de, tu sais, je peux pas acheter un ordinateur parce que... Bon, si tu oublies tout ça, c'est sûr qu'on pourrait en faire plus. Je pense qu'il y a des questions qu'on se pose qu'on pourrait faire plus rapidement. Tu sais, comme là, on fait une grosse mission par décennie. Comme là, on a fait Persévérance, on va envoyer une autre mission qui s'appelle Clipper, qui va aller vers une des lunes de Saturne, de Jupiter. Laquelle? La lune Europe, c'est une lune qui a de la glace autour puis un océan en dessous. D'eau. Oui, d'eau. Ouais, c'est ça. C'est juste de l'eau, dans le fond, c'est ça? Oui, mais on pense qu'il y a peut-être un noyau, puis c'est ça qui est important parce que s'il y a un noyau, tu peux avoir un transfert d'énergie
avec l'eau. Puis c'est ça puis un transfert chimique, fait que c'est ça qui est intéressant pour la vie. Fait que lui, il voudrait creuser dans la glace, aller dans l'eau, descendre au fond? Non, il va juste en orbite. Même pas. Il va juste la pêche à la glace, les petits poissons des chenaux. Il va juste aller en orbite. Okay. Il va juste passer. Fait que, pour le moment, ça se peut qu'on envoie d'autres missions plus tard, mais justement, tu sais, comme il y a d'autres missions qu'on proposait, on pourrait atterrir, on pourrait faire ça. Fait que c'est sûr qu'on pourrait en faire beaucoup plus, mais tu sais, quand les gens disent, OK, je te donne un budget infini, est-ce que tu pourrais atterrir des humains sur la Terre dans 5 ans? Peut-être que non, parce qu'il y a quand même beaucoup de développement. Sur Mars? Sur Mars, oui, sur la Terre. On peut essayer, je sur Mars dans 5 ans, mais tu sais, il y a quand même beaucoup de développement de technologie à faire. Puis des fois, ces développements de technologie-là, c'est juste que ça prend du temps. Comme pour envoyer des humains vers Mars, il faudrait que tu sois capable de lancer une fusée qui repart de Mars. Il faudrait que il y a de la poussière sur Mars qui est dangereuse pour les humains. Fait qu'il faut inventer un système. Fait qu'il y a quelque chose de quand même très organique de la science que je sais. On n'a jamais essayé, dans le fond, mais je sais pas c'est où la limite, là, que tu dis, OK, tu peux me donner tout l'argent que tu veux, mais ça va quand même me prendre 4-5 ans de développer ça parce que X, Y, Z. Puis j'imagine que, tu sais, un peu comme l'industrie pharmaceutique, c'est quand même checké là, la façon avec laquelle il faut développer les trucs. Fait que j'imagine que ça ralentit aussi beaucoup tu sais, mettons, tu dis, pour envoyer du monde sur Mars, il faut faire une navette qui est capable de repartir de Mars. Ouais. Si on enlevait ce facteur-là, probablement que ça irait plus vite. Ben oui, c'était pour arriver sur Mars, on y va. Là, une question éthique. C'est en ligne de compte. C'est ça. Mais à quel point est-ce que ça, c'est pas un facteur limitant parce que c'est un facteur nécessaire? Ça prend du temps. Oui, c'est ça. Ça prend du temps, mais tu vas voir que différentes compagnies le font différemment. Par exemple, quand SpaceX a commencé, eux autres, comme pour la NASA, souvent, on n'aime pas ça avoir des accidents ou on n'aime pas ça, tu sais, que les choses ne marchent pas. Fait qu'on a tendance à faire beaucoup de tests. Puis là, vous avez vu Artemis qui s'est très bien passé, mais Artemis était vide cette fois-ci. Il n'y avait pas d'humain. Ça fait partie des tests pour préparer Artemis. Mais avec SpaceX, quand la compagnie a été fondée, ils ont comme changé un peu la manière qu'on fait les choses. Puis on dit non, nous, on va y aller. Puis c'est pas grave, on va avoir des accidents. Puis leur première fusée, c'est bien drôle. Si tu vas sur YouTube, tu peux les voir. Mais c'est drôle maintenant parce qu'on sait qu'ils ont réussi. Mais au début, il y en a eu quelques-unes qui n'ont pas fonctionné du tout. Puis c'est comme ça qu'ils apprenaient à chaque fois. Fait qu'ils ont été capables de faire un développement un peu plus rapide. Mais même là, tu regardes SpaceX qui avait l'argent plus ou moins illimité. Ouais. Ça prend du temps parce que justement, là, tu fais une erreur, tu es comme, OK, il faut qu'on construise ça, il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé. Puis tu continues. Puis c'est toujours un peu d'essai-erreur. Puis toutes ces tests-là prennent du temps. Moi, mettons... J'essaie de le mettre... c'est difficile à m'imaginer à quel point il y a des facteurs dans une affaire comme ça, tu sais, parce que, mettons, je vais juste prendre, là, tu sais, mettons, nous, ici, là, on monte le studio, tu sais. Puis là, à chaque étape, il y a un problème. C'est là, OK, on fait un test. OK, qu'est-ce qui marche pas? Ah, ça marchait pas. On règle ça. Il y a un buzz dans le micro, OK. Puis il y a un autre test. OK, la caméra. OK, puis là, on change ça. Puis là, avant d'arriver à ça nous a pris genre 3 mois là, de troubleshoot pour une mini-affaire. Là. Mais là, quand tu fais une fusée, c'est que tu fais venir un ordinateur d'un fournisseur, tu fais venir des câbles d'un autre fournisseur. Puis on ne fait pas venir, on les commande custom. Là. Ouais, mais tu sais, quand même, ça veut dire que tout ça arrive, mais c'est pas une pièce, là, tu sais, c'est fou. Non, puis c'est même pire que ça, tu sais, comme là, notre ordinateur, t'es comme, là, il faut que tu t'inquiètes de chaque petit morceau dans l'ordinateur, le résisteur. Il vient d'où, le résisteur? Est-ce que ça a été construit comme il faut? C'est vraiment à ce niveau-là. Des fois, c'est comme, moi, je suis vraiment une personne qui est comme, grande big picture. Moi, j'aime ça comprendre les systèmes en général. Mais il y a du monde qui sont comme là à regarder l'ordinateur. Ils sont comme, OK, là, ce petit morceau-là, c'est parce qu'on a eu un problème avec sur cette autre mission-là. Il faudrait le changer. OK. C'est ça. Il y a du monde qui pose ça. Là. C'est fou, ouais. Aïe, aïe. Parce que la marge, puis tu sais, on va parler de persévérance, mais tu sais, je sais que tu sais, la probabilité que l'atterrissage se passe mal, je pense que c'est une chance sur 2, quelque chose comme ça. Bien, statistiquement, c'est parce que les gens disent que c'est à peu près 60% juste parce que le nombre d'atterrissages qu'on a fait sur Mars. OK. Puis là, tu dis, OK, bon, si on a fait, je sais pas combien on en a fait jusqu'à maintenant, je devrais le savoir, mais bon. Mais au début, il y a eu beaucoup de missions qui sont pas bien passées. Récemment, bon, ça s'est quand même mieux passé, mais il y a quand même toutes sortes de facteurs qui sont hors de notre contrôle. Mais oui. Comme si cette journée-là, il se passe quelque chose ou... comme par exemple, moi, j'ai travaillé sur la mission InSight qui a atterri sur Mars en 2018. Puis quelques mois avant InSight, il y a eu une grosse tempête sur Mars. Puis c'est ça qui a tué le robot Opportunity. Là. Fait que c'est une grosse tempête globale.
comme on n'en a presque jamais vu. Ça, c'est vraiment, vraiment gros, puis ça a duré super longtemps. Mais mauvais timing, là. Ouais. Si cette tempête-là s'était passée le jour de notre atterrissage, je suis pas sûre qu'on aurait atterri. Ben ouais, c'est parce que tu pourrais rien voir. On ne sait pas parce qu'on n'a jamais atterri dans ces conditions-là, mais c'est possible. Mais là, nous, on a eu de la chance, on est atterri un mois et demi plus tard. C'est correct, ça s'est bien passé. Mais c'est ça, il y a des choses qui sont vraiment, vraiment hors de ton contrôle. Ben oui, mais tout ça pour dire que, tu sais, le nombre de facteurs qu'il y a à calculer et à considérer juste pour envoyer un robot sur Mars sans même compter en plus toutes les choses hors de votre contrôle, c'est infini, là. C'est fou, là. Puis il y a du monde qui pense à ça aussi. On a ce qui s'appelle un Fault Protection Engineer, une équipe, normalement. Puis justement, que c'est leur job d'avoir de la paranoïa, là. C'est ce que on pense. C'est vraiment ça, là. C'est au niveau du système, mais aussi au niveau de chaque chose. OK, là, c'est ça. Disons que mon ordinateur, il faut que je le reparte, là. Qu'est-ce que ça va faire? Comment mon télescope est pointé, par exemple? Puis est-ce que ça pourrait changer la manière que mon télescope est pointé pour que ça se réchauffe trop? Puis là, ma lentille va être trop chaude. C'est vraiment comme... Il y a du monde qui font ça. C'est leur job de penser à ça. C'est le fun, par exemple. Des fois, j'en fais. Des fois, mon rôle m'amène à faire ça. Puis c'est vraiment, vraiment... Il y a toute une équipe qui s'occupe de ça. Ouais. Fait que, bref, toi, tu as travaillé sur la mission Persévérance, dans le fond. Comment tu es rentré dans ce projet-là? Comment ça s'est passé? Fait que moi, ça faisait... Puis juste pour Persévérance, dans le fond, c'est un robot que vous envoyez sur Mars. Oui, c'est un robot, c'est un astromobile qu'on a atterri sur Mars en février 2021. Moi, j'ai rejoint l'équipe au mois de mai 2019. Donc, ça faisait déjà 5 ans que je travaillais au Jet Propulsion Lab, qui est un des centres de la NASA. Qui est à Los Angeles. Les gens s'imaginent souvent que je travaille en Floride. Ils sont comme, comment ça, t'es pas en Floride? Je suis comme, non, c'est parce qu'on a plusieurs centres de la NASA. T'es pas à Houston? C'est pas Houston, la NASA? C'est pas à Texas non plus. Non, je vis dans un État très libéral de la Californie. C'est fun, ben oui. Mais on a 2 centres de la NASA en Californie. Fait que nous, on se spécialise en exploration robotique. Fait que moi, je travaille jamais avec des astronautes. C'est toujours... plus facile à gérer. Oui. Ça n'a pas de sentiment, ça mange pas, ça dort pas, c'est facile. Ça n'a jamais peur pour sa vie. Les astronautes, hein? Sont-ils peu heureux? C'est ça. Ils n'ont pas l'affaire. Mais, ça, j'avais travaillé sur plusieurs missions, puis je finissais. Fait que nous, c'est comme. Les gens se spécialisent dans différentes phases de mission. Moi, je me spécialise plus comme. Une fois que la mission est comme. L'idée de la mission est développée, j'aime ça construire des choses. Fait que je construis, teste, puis le début des opérations. Fait que je travaillais sur une mission qui s'appelait Insight, comme je l'ai dit. Puis dans le fond, je cherchais de nouveaux jobs. Nous, on change de job à l'interne. Puis en fait, j'étais supposée travailler sur quelque chose d'autre. Puis une des personnes avec qui je travaillais sur le projet que j'étais était comme, veux-tu venir travailler sur Mars 2020? Puis je disais, y-a-t-il une place pour moi? C'était vraiment un peu ça. Ben, ouais. Oui. Oui, mais là, puis ils avaient besoin de quelqu'un pour aider dans le système de navigation de surface pour le robot lui-même. Puis je me souviens de l'entrevue parce que c'est un de mes amis maintenant, Mike, puis j'arrive dans son bureau. C'est une journée pluvieuse, puis il y avait un bureau comme tout fermé, je me souviens encore. Puis là, il me montre, il y avait comme des équations sur le mur. Puis là, il me dit... Résume-moi ça. Ouais. Non, mais là, il est comme, là, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider avec ça. Puis il y avait déjà une équipe, puis je connaissais quelques personnes dans son équipe. Puis je le regarde, puis je suis comme, pourquoi moi? Pourquoi t'as demandé de me parler à moi? Le genre de mathématiques qu'il y avait à faire, je l'en avais fait à l'université, mais j'étais comme, ça fait un peu longtemps que j'ai fait ça. C'est pas vraiment mon fort, là. Puis... à ne pas demander dans une entrevue. Pourquoi est-ce que tu devrais... Je sais pas qu'est-ce que moi, je peux amener à ton équipe. C'est vraiment ça que j'ai dit. Sûr, tu veux m'engager? Oui. J'étais comme, est-ce que t'es sûr que je peux t'aider? Là? Parce que t'es bien plus intelligent que moi. Mais tu sais, puis en fin de compte, t'étais comme, oui, mais tu sais, c'est parce qu'il y a pas grand monde dans mon équipe qui ont atterri quelque chose sur Mars. T'as de l'expérience en opération. T'as quelqu'un qui est big picture, qui peut nous aider pour ça. Fait que, en fin de compte, j'ai rejoint une équipe comme ça. Mais tu parlais tantôt de pénurie de main-d'œuvre, là, mais c'est pas n'importe qui peut aller porter son CV pour appliquer. Non, c'est genre quand même, c'est choisi à la main, j'imagine. Oui. Je pense pas que je peux aller porter mon CV. Puis y a-tu des. Étudier en musique, je sais pas si vous avez besoin. On a des artistes qui travaillent pour nous, puis des gens en communication, par exemple. Vas-y. Il y en avait pas super récemment, d'ailleurs. Mais y a-tu comme des... je vais faire juste une petite parenthèse là, avant qu'on revienne sur ça, mais y a-tu des chasseurs de tête qui travaillent pour la NASA, qui spotent du monde, qui vont les voir puis qui disent « Hey, ça te tente-tu de venir? » Ou bien c'est comme...
les gens qui ont ces aptitudes-là appliquent habituellement? Ben, il doit en avoir, je sais pas, honnêtement. Mais tu sais, le monde aérospatial, c'est quand même très petit. Ouais, c'est ça a ça. l'air grand, là, mais on se connaît tous. Ouais. Presque tous. Tu sais, si je rencontre quelqu'un qui travaille en aérospatial aux États-Unis, c'est sûr qu'on a quelqu'un qu'on connaît en commun. Ouais, Fait je que comprends. quand on a... Tu sais, surtout quand c'est plus le contraire, quand les gens cherchent un job où ils veulent partir de où est-ce qu'ils sont, ben là, tu sais, on va le savoir. Mais c'est sûr que, tu sais, si je vais souper avec des amis qui travaillent ailleurs, ils vont être comme « Ah, Farah, ça tente-tu? » Fait que c'est un peu Je des deux, comprends, peut-être. ouais, je comprends. Mais c'est pas comme un chasseur de tête corporate, là. Ouais. C'est plus comme parce qu'on se connaît tous. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut faire attention parce qu'on se connaît tous. Ouais, aussi, c'est ça. Ça a le défaut de ses qualités. Puis, mettons, pour toi, la semaine avant l'atterrissage sur Mars, puis la journée même, ça ressemble à quoi, mettons? Oh mon Dieu, est-ce que je m'en souviens? C'est juste comme un gros blur. Oui, là, oui, énorme, vraiment, comme là, tu c'était dors, tellement il n'y a pas de nuit de sommeil, il y a pas de, Mais il y a des snacks. C'est parce que moi, là, je travaillais pas sur le système d'atterrissage, mais c'est comme le jour après le jour de l'atterrissage, c'est parce que je travaillais sur les opérations de surface et c'est nous qui... Il fallait que tu sois prêt à faire les opérations. Fait que nous... On a lancé avec, tu sais, le système de bord puis tout ça qui fonctionnait, mais on avait encore toutes sortes de tests pour se préparer pour faire les opérations sur la surface de Mars. Fait que ça a été comme les 7 mois qu'on est allé vers Mars, c'était vraiment super occupé. Mais Ça a pris 7 mois se rendre? Oui. OK. Oui. Puis je me souviens plus de la semaine exactement ce qu'on a fait. Je pense qu'ils nous ont donné quand même quelques jours de congé comme pour nous préparer parce qu'on allait entrer, nous autres, une période très, très occupée, dans le fond. Mais le jour même, c'était une longue journée parce que nous, il fallait arriver avant l'atterrissage. Là, l'équipe d'atterrissage, l'atterrissage était à 11 h. Moi, j'étais levée depuis 5 h du matin, j'ai pas dû dormir. Ouais, c'est ça. Puis là, il faut que tu sois là quelques heures à l'avance. Là, l'atterrissage se passe, puis nous, après ça, tu sais, ils nous donnent les clés de la voiture, dans le fond. Ouais. Puis là, nous, il fallait qu'on fasse tous nos tests pour être sûr que tout s'est bien passé, dans le fond. Tu sais, on est Il comme... n'y a rien qui est brisé dans Ouais, la ouais. Puis c'est comme, ah, on est où? Il Ouais. fallait comme savoir, t'es où, quand, comment, pourquoi. Est-ce qu'on peut lui parler demain matin? Mais le moment de l'atterrissage, là, c'est quoi l'ambiance? Comment C'est comme dans ressembles à un quoi? film. C'est vraiment stressant. Ah ouais? Ouais. Tout le monde est là à Tout le monde est regarder dans les la même données. affaire. Ouais. Puis là, tu sais, nous, on regardait toutes nos données. C'est pas, vous n'avez pas une télécommande, là, tu sais, Non, c'est non, tout non. automatisé. Ouais, parce vous que autres, c'est vous trop regardez loin. ça aller, Ouais. là, tu sais. Puis tu peux rien faire. Fait qu'en tant qu'ingénieur, quand tu dis tu peux rien faire, là, t'es comme, OK. Là, t'es là à regarder les données, là, t'es comme, c'est quoi ça? Une ligne de code qui passe, c'est Ouais, comme, t'es hop, 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 hop. ouais, t'es comme, pourquoi c'est jaune, ça? OK. Mais, tu sais, fait qu'on avait comme, il y a juste certaines personnes qui avaient le droit de parler sur le, c'est comme on a un système de communication. Fait que juste certaines personnes qui avaient le droit de communiquer certaines choses. Puis c'était comme tout pré-planifié. Là. C'est comme, OK, toi, quand tu vois ça, tu dis ça. Quand tu vois ça, tu dis ça. Fait que, ouais, c'était vraiment stressant. On était supposé être assis, là. Tu sais, t'es supposé parce qu'il y avait des caméras. Le monde entier te regarde. Tu sais, ce qui est le pire, c'est que le monde entier te regarde. J'étais pas capable d'être assise, là, mais ils m'ont engueulé comme 2-3 fois, mais c'est correct. J'étais comme moi, j'étais là à marcher. Vraiment d'un dans bord à une l'autre. classe, comme une classe d'étudiants. Mais ouais, là, on ouais, s'assoit au fond. Ouais. En plus, Jetez votre tu sais, gomme en rentrant. En plus, c'était encore la COVID, tu sais, fait qu'on n'était pas supposé être proche de chacun, là, mais moi, j'étais comme, je suis pas capable. Rendu là. Ouais, Puis- c'est comme dans la vie. Puis c'est-tu comme dans tout bon film de, pas de science-fiction, mais d'espace, où est-ce que tout le monde est arrivé sur son écran, puis là, au moment où est-ce que ça réussit, tout le monde se lève, tout le monde crie. Ça... Oui, mais tu sais, il faut que tu comprennes que ça a pris 10 ans construire ce robot-là. Fait que, Ouais. puis les 7 dernières minutes de l'atterrissage, c'est les plus stressantes. Fait que oui, on est content quand ça ouais, arrive. ben, j'imagine. Fou, hein, l'accumulation de 10 ans, là, tu sais, puis les 7 minutes. Puis ça, puis sachant que justement, les tentatives passées, souvent, Des fois, ça- ouais, tu sais, c'est des ça. fois, échouaient. Puis ça veut dire que t'as pas une job le lendemain matin. Hein, C'est ça. Ça veut ça, dire que ouais. vous autres, vous préparez justement pour pouvoir recueillir des données, mais là, Ouais. si ça n'arrive pas, ben, c'est comme, bon, ben, on Ouais. va faire un autre projet. Oui, ça s'est pas arrivé récemment, mais la mission la plus récente qui a échoué, c'était pas vraiment échoué, mais il y a eu une... Je me souviens quand j'avais commencé au Jet Propulsion Lab, il y avait un petit projet qui était comme allait être lancé sur une fusée comme expérimentale, puis ça avait explosé au lancement. Mais tu sais, c'est tellement sérieux quand des choses comme ça se passent que il y avait comme ils avaient amené des psychologues au travail, ouais. là, il y avait de la thérapie de groupe, là, tu sais, parce que tu sais, quand ça fait des années, Ouais. puis t'es comme Ouais. tout le imagine, Aïe, tu sais, moi j'ai travaillé ça 2 ans avant que ça atterrisse, mais si ça fait 5-6 ans là, que Ouais. toute ta carrière est là-dessus, là. Puis Eh. là, oui. Puis C'est là, une ça tragédie, Ben là. oui. C'est vraiment Ben oui, une t'es tragédie comme- dans ta vie, là. marche. Oui. C'est comme un deuil en plus, en même Ouais, temps, ouais. sûrement. Aïe, aïe. C'est comme faire un film puis que jamais personne va le voir. C'est ça. Puis, Ouais. puis tu peux même pas ouais. dire que tu l'as fait, mais il y a personne qui peut savoir. Ben non. tu sais, c'est ça. Fait que- Ouais, à la fin de ton travail de 5 ans, c'est marqué comme
échec, là, ou genre barré, là. Ouais. Tu sais, comme tu peux quand même dire que tu as développé ça, mais tu pourras jamais l'avoir prouvé. Ouais. C'est la première fois que je pense à ça. C'est fou quand plate, même. Ouais. Mais c'est pas. Mais tu sais, je dis, j'espère que ça m'arrivera pas, mais je pense qu'on est tous préparés que ça va nous arriver au moins une fois dans notre carrière. Parce que si t'as pas d'échec, ça veut dire que tu n'essayes pas assez, dans le fond. Tu pousses pas assez les barrières, maintenant. Oui, c'est ça. Il me semble que c'est un peu ça aussi. Ouais. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il va en avoir des échecs. Parce que moi, j'en ai pas eu dans ma carrière encore des gros comme ça, mais c'est sûr qu'il va se passer quelque chose un jour. C'est une bonne leçon de vie, ça, quand même. Aussi plus largement que juste dans ton champ. C'est comme si tu subis jamais d'échecs, c'est peut-être que tu n'essayes jamais assez quelque chose d'assez ambitieux, mettons. Oui, c'est comme quand je fais du ski. Si je tombe pas dans la journée, ça veut dire que j'ai pas essayé. Ouais, c'est ça. Je suis comme, c'est plate, je peux tomber aujourd'hui. Ouais, ça veut dire que tu n'es pas allé au bout de ce que tu étais capable de faire. C'est vrai. Fait que le robot, il atterrit. Fait que là, c'est la délivrance ultime. Mais en même temps, c'est le début. Délivrance ultime. C'est le début, là, c'est le début du vrai travail, dans un sens. Parce que, dans le fond, le but, c'est quel genre de données qu'on voulait recueillir avec ça? Fait que ce que Persévérance va faire, c'est que ça va en fait prendre des échantillons qu'on va ramener vers la Terre éventuellement, parce que le but de la mission, c'est d'étudier est-ce qu'il y aurait pu avoir de la vie sur Mars. Puis ce qui est intéressant avec ça, c'est que la première fois qu'on a atterri sur Mars avec Viking dans les années 70, c'était le but de cette mission-là. Est-ce qu'il y a de la vie sur Mars? Mais il faut que tu imagines que dans les années 70, là, les gens pensaient vraiment qu'il y avait de la vie sur Mars. Tellement que sur Viking, là, les ingénieurs et les scientifiques se sont demandé s'ils devraient ajouter une lumière sur l'atterrisseur, parce que si la vie martienne est une vie nocturne, comment on va pouvoir la voir? C'était vraiment ça. T'sais. Ils ont même mis un épée et un bouclier pour se défendre. Comme Zelda. Mais ils s'imaginaient que ça serait plus facile, dans le fond. Puis là, tu sais, Viking est allé sur Mars, puis ça a comme déchiré la communauté scientifique parce qu'il y avait des données, puis les gens étaient comme pas sûrs. Il y a des gens qui disaient oui, ça prouve qu'il y a de la vie, puis d'autres qui disaient non. Puis encore à ce jour, il y a des gens qui sont comme peut-être qu'il y a des données de Viking. Fait que ce qui s'est passé après Viking, c'est qu'ils sont retournés, mais ça a pris quand même du temps pour qu'on ait un autre atterrisseur. Après ça, c'était Pathfinder avec Sojourner. Quelle année? Dans les années 90. Fait qu'une vingtaine d'années après. Oui, c'était quand même très, très long avant qu'on en ait une autre. Ben, il y a eu des essais entre qui n'ont pas fonctionné. Mais là, ils sont revenus à, OK, c'est quoi l'histoire de Mars? Est-ce qu'il y a eu de l'eau? Spirit et Opportunity ont montré qu'il y avait eu de l'eau. Après, on a eu Curiosity qui a montré que, Mars avait un environnement habitable il y a des milliards d'années, ressemblait à la Terre. Fait que là, on est revenu à la question, OK, il y avait de l'eau, c'est un environnement habitable. Dans le temps où il y avait un début de vie sur Terre, là, est-ce qu'il y aurait pu avoir de la vie sur Mars? Mais pour répondre à cette question-là, on sait maintenant, tu peux pas amener juste 2-3 instruments puis aller faire ça. Ça fait que ramener les instruments, les échantillons sur Terre, c'est ça qui va nous permettre de vraiment évaluer ça. Puis on a atterri dans le cratère de G0, qui est un cratère, c'est un cratère qui était un ancien lac. Puis il y avait une rivière qui alimentait ce lac-là, puis qui ressortait de l'autre bord. Fait que s'il y avait eu de la vie sur Mars, ça serait peut-être là. Puis il y a un delta de la rivière, que les deltas ici sur la Terre, c'est très, très fertile. Fait que c'est là que le robot se dirige vers là pour prendre des échantillons. OK. Fait on dit ça ressemblait à la Terre. Ça ressemblait à la Terre. Ça, c'est le 3 milliards d'années, tu m'as dit? Oui, 3-4 milliards d'années, mais on ne sait pas à peu près. Puis ça ressemblait à la Terre d'il y a 3-4 milliards d'années? Ou... Oui, fait qu'il y avait, ça veut dire qu'il y avait de l'eau, il y avait une atmosphère, il y avait un champ magnétique. Fait que c'est ça quand on dit que ça ressemblait à la Terre, c'est qu'il y avait tous ces... Il n'y a pas de forêt, il n'y a pas... Je veux dire, on ne le sait pas, mais je veux dire, ce qu'on sait, c'est qu'il y avait de l'eau liquide. Oui, c'est ça. Puis ici, sur Terre, c'est le début de la vie, mais tu sais, quand on dit que c'était le début de la vie, là, c'était de la vie comme microbiologique. Là. C'était quelques petites cellules ici. Là. Fait que c'est pas, c'est ça. C'est pas des grosses forêts, c'est pas c'est ça qu'on cherche, ton raton laveur. Ouais, c'est ça. Raton laveur martien. Ça Puis, fait que là, à quelle vitesse il va, le robot? Très lentement. Très lentement. Fait que, genre là, ça fait combien de temps qu'il est atterri? Février 2021. Ça fait que ça fait presque 2 ans. Mais ça va à peu près 200-250 mètres par heure. Fait que c'est pas... Fait que là, quand tu dis il se dirige vers là, il est actuellement en train de se diriger vers là. Lui, il s'est rendu dans l'état parce que là, l'année passée, ils ont fait une campagne de conduite. Là, fait que ça s'est parti. Parce que ça peut quand même conduire 4-5 heures par jour. Fait que tu peux faire quelques kilomètres par jour. Là, fait qu'il a fait plus qu'une dizaine de kilomètres. J'ai pas regardé récemment combien il en a fait, mais fait qu'il s'est déjà rendu vers le delta. Puis là, ça va monter sur le delta éventuellement. C'est le robot le plus rapide
qu'on n'a jamais atterri, mais c'est quand même là, mais il peut se conduire lui-même. C'est ça qui est le fun, c'est que, bon, il n'y a pas de route sur Mars, mais tu sais, il peut regarder comme, OK, il y a des roches là, il y a des roches là, fait que je passe entre les deux ou je vais passer autour, par-dessus. Fait que, avec ça nous aide beaucoup parce que quand tu n'as pas ce système de conduite-là, ben, tu peux seulement conduire aussi loin que ce que tu peux voir. Tu sais, on envoie, nous, c'est pas comme si on conduit avec un joystick à la maison. Là. À chaque soir martien, on reçoit des données de Mars. On analyse ça, puis on planifie la journée d'après. Fait que si tu conduis sans qu'il y ait un système de conduite de bord, ben, tu peux seulement regarder ce que tu vois dans les photos, puis dire, OK, ben, on va prendre ce chemin-là, puis on va s'arrêter, prendre d'autres photos, puis demain matin, que là, le robot peut faire ça lui-même. Fait que ça nous aide. On peut conduire quand même assez longtemps. Puis le robot, dans le fond, est encore actif, là. Oui. Toi, tu es sur un autre dossier, mais là, lui, il continue, puis il va continuer encore combien de temps? Aussi longtemps qu'on peut. Aussi longtemps qu'on peut? Oui, mais là, il va prendre... tu sais, le but, c'est de prendre une trentaine d'échantillons, en ramener une partie de ça. Mais c'est comme Curiosity qui a atterri en 2012. C'était une mission, en principe, la mission de base était une mission de 2 ans. Mais ça fait 10 ans, puis on le part encore à tous les jours. Fait qu'il va ramener physiquement... C'est pas cette mission-là qui va ramener les échantillons, on va envoyer une autre. Fait qu'on va envoyer une autre mission qui va aller chercher les échantillons, les mettre dans une fusée, puis les ramener vers la Terre. On n'a jamais fait ça, revenir de Mars. Fait ça la première fois. Oui, on n'a jamais lancé d'une autre planète. Aïe. Quelque chose. Puis est-ce qu'il y a du monde qui ont des inquiétudes de ramener des produits, des virus martiens? Ben, ça fait partie de ce qu'on fait. Fait qu'il y a un domaine encore là d'ingénierie il y a des gens dans l'équipe qui s'appelle la protection de la planète. Ouais. Puis ça va dans les deux sens. Fait que nous, par exemple, quand on va sur Mars, il faut faire attention de ne pas amener des bactéries avec nous. Je posais la question semi en joke, mais c'est tellement intéressant. Vas-y, continue. Oui. non, on s'en inquiète vraiment. Ouais, genre, comme ça vient de me rendre anxieux. Tu viens de dire là. Non, mais tu sais, on s'attend pas qu'il y ait grand-chose. mais peut-être, fait qu'il faut faire attention. Fait que c'est ça, d'un bord, on n'amène rien de nous sur Mars parce que, premièrement, c'est pas notre planète. Fait que c'est pas à nous. Il faut qu'on la garde propre quand même. Mais oui, s'il y a de la vie, tu ne veux pas amener un virus là-bas. C'est comme ce qui s'est passé ici quand les gens sont venus. Tu veux pas amener... Quand les Européens sont arrivés. Oui. Puis dans l'autre sens aussi, c'est que... Puis aussi, tu veux pas amener des bactéries terriennes, puis là, tu trouves la vie, puis t'es comme, est-ce qu'on l'amenait avec nous ou est-ce que c'était là? Surtout si c'est une vie qui ressemble à la nôtre. La COVID-19. Oui, c'est bizarre. Ça venait sur Mars. Elle est vraiment partout. Hein? Il revient avec la COVID, là, genre dans des échantillons. Puis dans l'autre sens, c'est que, oui, c'est les échantillons qui reviennent, tu sais, ils vont être atterris. Puis là, on va avoir, il y a des ingénieurs qui travaillent là-dessus. C'est comme la place où ça va être atterri, mais aussi comme le bâtiment où on va amener ça, transférer les tubes pour que ça soit tout super bien isolé, au moins au début. Puis tu sais, c'est sûr qu'on dit, c'est bien bizarre qu'on pense ça, mais tu t'imagines quand les astronautes sont allés sur la Lune en 1969, ben on les a mis en quarantaine, quand ils sont revenus, parce qu'on s'inquiétait vraiment qu'il aurait pu avoir la vie sur la Lune. Tant qu'on ne sait pas, on fait attention. Ouais. Mais parce que tous les bons films de science-fiction horreur commencent de même. Là. C'est comme quelqu'un qui va dans l'espace, qui ramène quelque chose, puis là, on ne sait pas trop c'est quoi ce quelque chose-là, mais c'est un parasite qui tue tout le monde. Oui. Puis, dans le fond, là, dans les données que le robot a recueillies, mettons, avant d'envoyer ce robot-là, puis aujourd'hui, est-ce qu'on a avancé dans notre compréhension de Mars? Est-ce qu'il nous a permis de découvrir déjà, dans quelques années, oui, parce que en fait, le robot, en plus de ces échantillons-là, bon, il y a des instruments de bord, fait que ça nous permet d'étudier le climat. On a confirmé, par exemple, le fait que le cratère de G0, tu sais, qu'on s'imaginait que c'était un lac avant, c'était une hypothèse. Mais on n'était jamais allé, fait qu'on n'avait pas pu confirmer. Mais là, ils ont confirmé que oui, ils ont étudié l'ancien environnement des roches volcaniques, tout ça. Fait qu'on comprend beaucoup plus l'environnement de Mars. On a aussi amené un hélicoptère avec nous. Fait que du côté de l'ingénierie, faire voler un hélicoptère sur Mars, on en a appris beaucoup sur l'atmosphère martienne, qu'est-ce que ça prend pour faire voler des hélicoptères sur Mars, tout ça. Fait que il y a toutes sortes de découvertes scientifiques comme ça qui sont passées puis qui vont continuer à sortir dans les prochaines années. Ça prend du temps. Analyser les données, c'est long. C'est ça, oui. Puis c'est surtout écrire des papiers scientifiques, puis après ça, avoir les corrections de papiers scientifiques, ça prend du temps. Le peer reviewed. Là. Oh mon Dieu, c'est ça le pire. Là, mais il y en a toujours un. Il y en a toujours un qui est comme, je comprends pas la phrase numéro 3.
3. Ah, OK. OK, on recommence. Voyons, la gravité sur Mars. C'est un tiers. C'est un tiers? Oui. OK. Fait que quand tu dis faire voler un hélicoptère, mettons, ça te permet de comprendre ça, j'imagine. Oui, mais c'est ça. Mais dans le fond, c'est un tiers, la gravité, mais l'atmosphère a juste 1% de l'atmosphère de la Terre. Fait que c'est beaucoup plus difficile de voler sur Mars que sur Terre. Parce que ici, sur Terre, c'est l'atmosphère qui te soulève. Fait que, mais pour nous, ce qui était difficile sur Mars, c'est non seulement ça, pour faire voler, mais aussi le climat est comme un peu bizarre, comme il y a des vents l'après-midi, tout dépend d'où est-ce que tu es. Puis aussi, il faut que tu sois automatisé parce que justement, tu peux pas. C'est pas comme ton drone à la maison que tu peux voir puis tu dis, OK, je conduis la péri, voilà. Mais fait qu'il fallait qu'on automatise tout à l'avance, une journée à l'avance. Fait que rendu là, tu sais, si le vent est trop haut, ben on peut pas planifier tout ça. Fait que ça faisait un peu peur au début. Ça m'est passé. Puis combien de temps les commandes, les commandes prennent combien de temps à se rendre? Ça dépend du temps de l'année, mais c'est comme entre 7 et 15 minutes. Ça peut être jusqu'à 20 minutes. Fait que c'est quand même rapide, là, somme toute. Là. Ben, tout dépendant. Ça dépend. T'es la première personne qui m'a dit que c'est rapide, qu'une commande, ça prend 7 à 12 minutes. Mais c'est pour ça, genre, qu'on fait pas ça en temps réel, parce que, disons en temps de l'année, c'est 10 minutes. Ça veut dire que t'envoies une commande 10 minutes, ça fait quelque chose, ça revient 10 minutes. C'est long. Fait que... c'est pour ça qu'on fait ça une fois par jour. Mais, j'imagine que tout est relatif. Ouais. La longueur, c'est relatif. Ça prend pas 7 mois. C'est ça. Ben, ça va à la vitesse de la lumière. Fait que c'est ça. Fait que ça veut dire que quand tu regardes Mars dans le ciel, comme là, en début décembre, ça va être l'opposition de Mars. Ça veut dire que c'est le temps de l'année où, c'est la journée où tu as le Soleil, la Terre et Mars en une ligne, avec la Terre entre Mars et le Soleil. Puis c'est aussi le temps d'année où, presque, là, que Mars est le plus proche de la Terre. Puis là, c'est à peu près 5 à 7 minutes pour la vitesse de la lumière. Mais ça veut dire que toi, si tu sors le soir puis tu regardes Mars dans le ciel là, en début décembre, ça veut dire que tu le vois 7 minutes dans le passé. Puis c'est la même chose, le Soleil, c'est à peu près 11 minutes dans le passé. C'est quel genre d'onde qu'on envoie pour communiquer avec? C'est la radio. Onde radio, ouais. OK. Oui. C'est fou. Fait que le Soleil, c'est 10 minutes à peu près? 10-11 minutes. 10-11 minutes, OK. Ah ouais, hein? Fait que si le Soleil explose, t'as 10 minutes pour profiter de ta vie. Fait que le Soleil est vraiment... Loin, mais vraiment plus proche que les autres étoiles d'ici. Oui. C'est ça. Oui, parce que les autres sont à des années... Vraiment. La prochaine, c'est comme Proxima Centauri, puis c'est à quelques années-lumière. Ouais, ça veut dire que tu vois dans le passé. Mais c'est comme ça... De plusieurs années, c'est ça. Ouais. C'est ça qui est comme... Tu sais, on parlait des télescopes tantôt, là, mais c'est comme ça que tu vois dans le passé. C'est parce que tu regardes de la lumière qui a pris... Tu sais, c'est de la lumière qui vient d'arriver dans le télescope physiquement, parce que ça arrive dans le télescope physiquement, c'est une onde de lumière, mais ça veut dire que cette lumière-là, là, si tu imagines, c'est ça qui me donne mal à la tête quand je pense à ça. Elle a voyagé depuis le début du Big Bang pour arriver dans ta lentille. Dans ce que tu vois, là. Fait que si on regarde vraiment loin, on peut voir le Big Bang, dans le fond. C'est ça. C'est ça que James Webb fait. Il est capable de voir jusque-là? Jusqu'au tout début, là. OK. Ouais. Fait que c'est ça qu'il va essayer de faire. Ouais, ça fait partie de... Fait que c'est toujours comme... C'est ça, déjà, des fois, les gens... J'ai un ami qui me dit ça l'autre jour, c'est comme... Il y avait une nouvelle photo de James Webb qui avait été... qui est sortie. Puis c'est le Pillars of Creation. Fait que c'est très, très connu. C'est comme... C'est quoi le mot? C'est de la poussière. C'est le début d'une étoile, puis c'est de la poussière. Okay. Puis il me dit, ouais, mais c'est gros comment? Est-ce que c'est gros comme les États-Unis? Là, c'est comme, non, la Terre est petite comme... Le système solaire, il est petit comme ça, comparé. La Terre, c'est ça la grosseur de la Terre. Fait que tu dis ça. Puis là, tu t'imagines aussi que il y a des millions d'années en arrière. Des gens, ça leur donne mal à la tête. Oui. Mais des fois, des gens, ça leur fait peur même. Il y a des gens que je connais que tu te sens pas bien quand tu penses à ça parce que ta pensée humaine ne peut pas penser à quelque chose de si vieux ou de si grand. Quand tu regardes. Puis tu dis, c'est une photo, puis c'est tout ça, là, dans une photo. C'est fou. Ouais. Puis, moi, il y a l'autre affaire qui me crée de l'anxiété inverse, c'est que, tu sais, mettons, quand on dit qu'il est l'infiniment petit aussi, là, tu sais. Oui. Ou est-ce que si on, tu sais, ce qu'on voit, mettons, là-bas, qu'on trouve infiniment grand, ben, si on peut zoomer à l'infini aussi, là, tu sais. Sur nous, là. Ouais. Quand tu dis on peut zoomer à l'infini, on peut zoomer aussi loin dans nous qu'en haut, dans le fond, là. Oui, mais c'est comme, c'est quoi la composition d'un électron? Ouais, c'est ça. C'est fou, pareil. C'est quoi
la position. Je suis pas sûr que c'est le bon mot, là, mais c'est quoi la position à la NASA sur la vie à l'extérieur de la Terre? Ben, on n'a aucune idée. Oui, mais on va voir sur d'autres planètes pour voir si ça existe. Fait que je pense qu'on espère. On espère qu'il y en ait. Là, mais tu sais, c'est sûr que c'est intéressant d'un bord ou de l'autre. Là. Ça serait vraiment plate si on était tout seul. Mais ça serait intéressant quand même que ce soit la seule place où est-ce que... Ben, c'est impossible à prouver, dans le fond. C'est ça, exact. À moins qu'on puisse vraiment prouver comment la vie a commencé sur Terre, mais c'est presque impossible à prouver dans ce sens-là. Mais c'est sûr, là, on est allé sur Mars pour chercher des échantillons pour voir s'il y a eu de la vie sur Mars. On va vers la Lune Europe pour voir si est-ce qu'il pourrait y avoir de la vie là où il aurait pu en avoir. On étudie les exoplanètes, qui sont des planètes autour d'autres soleils, pour voir si elles sont habitables ou s'il y a des signes de vie. Tu sais, des signes peut-être, est-ce qu'il y a un cycle de carbone ou quelque chose qu'on peut voir dans leur atmosphère qui nous donne une idée de est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose qui se passe là. Fait que c'est ça. Quand tu regardes, comme il y a tout un domaine qui s'appelle l'astrobiologie, qui est vraiment ça, c'est l'étude de la vie ailleurs, à l'extérieur de la Terre. Donc, c'est... je pense que avec tout ce qu'on fait en ce moment, en tout cas, s'il y a de la vie dans notre système solaire ou s'il y a eu de la vie dans notre système solaire, on risque de le savoir pendant notre vie à nous. Oui, c'est ça. À l'extérieur du système solaire, c'est plus difficile parce que voyager là, on peut juste observer, avec quelque chose comme James Webb, ça se peut que... Mais c'est très, très difficile de prouver qu'il y a de la vie juste en observant comme ça, tu sais. Mais comme on peut pas y aller, en ce moment, ça prendrait un grand avancement de technologie. Mais juste le fait de, mettons qu'on découvre qu'il y a eu de la vie sur Mars, ben là, tu sais, mettons, là, on a un exemple. Fait que, tu sais, un fois n'importe quoi, je veux dire, c'est... Mais c'est ça, si on découvre que la planète voisine a aussi de la vie, ben là, tout d'un coup, on peut faire le guess qu'il y en a partout, là, pratiquement. En fait, il y a un mathématicien, des fois, le mathématicien, c'est aussi des philosophes, là, mais il y a l'équation de Drake, pas Drake, que vous connaissez. C'est tu pars à 0 plus 100, t'es rendu à 100 real quick. Ça, c'est l'équation de Drake. Mais l'équation de Drake, en fait, c'est une équation qui donne la probabilité de rencontrer une autre civilisation intelligente. Mais en fait, ce que ça dit, ça dit, OK, combien de galaxies dans l'univers, combien de systèmes solaires qu'il y a là-dedans, combien de planètes, tout ça. Mais comme la seule chose dans cette équation-là qu'on comprend pas, qu'on n'a pas le chiffre, c'est combien de planètes, pas juste qui sont habitables, mais combien de planètes ont de la vie. Fait que, mais dans le fond, c'est que même si on dit qu'il y a juste... Statistiquement, dans le fond, si tu y penses vraiment, c'est que oui, s'il y a juste une planète où on trouve la vie, là, ça veut dire qu'il y en a partout, dans le fond. Parce que, dans le fond, là, on sait à ce moment-là qu'on n'est pas unique. Mais pour le moment, on peut pas dire pour le moment, tant qu'on pense, tant qu'on n'a pas prouvé qu'on n'est pas unique, on peut pas le dire. Mais ça serait fou quand même que tu regardes dans le ciel toutes les étoiles. Ça serait incroyable, Mais tu sais, c'est sûr que les civilisations, tu sais, la durée d'une civilisation comme la durée de la civilisation humaine, comparée à la vie d'une planète ou la vie d'une étoile, c'est tout petit, tout petit. Fait que là, tu dis, OK, oui, mais s'il y a de la vie, peut-être des milliards d'années ou même plus que ça, là, après, statistiquement, c'est comme être capable de trouver quelqu'un que tu peux communiquer avec avant que notre civilisation soit finie. C'est ça. Vraiment, là, que notre civilisation meure, c'est presque impossible. La fenêtre est microscopique, finalement, est tout petit. Ça, mettons, peut-être que c'est plus une question philosophique, mais la mort de la civilisation, on peut pas l'éviter. On sait pas, on n'a aucune idée. On ne sait pas, mais c'est sûr, c'est sûr qu'un jour la planète va mourir. Oui, c'est ça. Je pense que les gens se disent, OK, si on est une civilisation qui peut quitter, encore là, il nous manque la technologie, mais qui peut quitter notre planète, peut-être qu'ils seraient au moins un peu plus intelligents pour s'occuper de notre planète. Mais bon, mais tu sais, si on peut quitter... Une autre question. Je pense qu'on risque de finir notre civilisation bien plus vite à la vitesse qu'on va. Mais tu sais, c'est pour ça que éventuellement, tu sais, dans les films de science-fiction, souvent, c'est ça qu'on trouve, c'est que les gens, la prochaine chose à penser, c'est OK, là, si on perd notre Terre, où est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on peut aller sur une autre planète, dans un autre système solaire? Puis c'est comme ça que la vie survivrait. Mais on n'est pas rendu là. À quoi ça ressemble? Tu parlais des exoplanètes, là. À quoi ça ressemble l'étude des exoplanètes en ce moment? Puis, mettons, qu'est-ce que ça prendrait pour propulser ces recherches-là plus loin? Là, on est excité à cause de James Webb. C'est vraiment, ça va être... Parce que
James Webb peut prendre des images, on en a vu déjà, des images directes des exoplanètes. En ce moment, il y en a des centaines, des milliers d'exoplanètes qui ont été vues. Ce qui est intéressant, c'est que, moi, je suis née dans les années 80. Quand je suis née, on n'avait jamais vu une autre planète à l'extérieur de notre système solaire. Tu disais dans ta tête, OK, oui, il devait en avoir, mais on n'en avait jamais vu. Je pense que la première, c'est confirmée, c'était au début des années 90. Puis c'était un passage c'est parce qu'il l'avait fait par... Il y a différentes manières de voir des exoplanètes. Donc, une, c'est l'imagerie directe, mais c'était genre moins de 5% des exoplanètes qu'on a vues, qu'on a détectées comme ça. Il y en a un autre que tu peux regarder une étoile, puis là, tu peux voir l'ombre de la planète passer devant. Fait que là, ça peut te donner quelque chose. Il y a aussi, comme tu peux regarder l'orbite des étoiles, puis tu sais, comme nous, on orbite autour d'une étoile, mais notre masse, ça fait bouger l'étoile un tout petit peu. Fait qu'il y a ça aussi. Puis aussi la forme de l'espace, en fond, de la gravitation qui peut passer autour. Fait qu'il y a différentes manières de voir les exoplanètes. La méthode de transition est une des plus populaires en ce moment. Mais pour une méthode de transition, il faut que tu le vois plus qu'une fois, dans le fond, pour vraiment savoir l'orbite, la grandeur de... et que ça prend du temps, on en a vu beaucoup. Mais aussi, tu sais, c'est comme... Bon, avec la méthode de transition, tu peux dire, OK, là, la lumière qu'on voit du soleil va changer un peu, tout dépendant de la composition de la planète, mais tu peux pas beaucoup étudier la planète de cette manière-là. Fait que là, avec James Webb, ça va être super intéressant parce qu'ils sont capables non seulement de prendre des images directes de la planète, mais aussi d'avoir une région qui nous permet de voir l'atmosphère, par exemple. Parce que l'atmosphère, disons que tu as une planète rocheuse comme la Terre, l'atmosphère est tout petite comparée au reste de la Terre. Fait qu'étudier ça, c'est super difficile, mais James Webb est capable de faire ça. Puis je pense qu'en étant capable de voir l'atmosphère, puis je pense que c'est une affaire de couleur là-dedans, on est capable de savoir la composition. Donc, mettons, s'il y a de l'oxygène, c'est comme excitant. Parce ou de la méthane ou quelque chose comme ça. C'est ça qui va être super intéressant. Fait que moi, je pense que les 5-10 prochaines années, on va avoir des choses à voir. Si on voit, par exemple, une planète qui dans la bonne distance de l'étoile pour être juste à la bonne température, puis que là, il y a une composition d'oxygène qui ressemble à la nôtre, c'est excitant. Là, oui, parce qu'ils ont déjà des candidats, par exemple, qui sont dans ce qui s'appelle la zone de boucle d'or. C'est la zone habitable dans un système solaire. Fait que nous, par exemple, dans notre système solaire, la zone de boucle d'or commence juste après Vénus puis arrête aux environs de Mars. Fait que c'est entre Vénus et Mars. Le range à partir du Soleil, mettons. Oui. Okay. Fait que il fait comme... Puis en fait, c'est la définition de la zone de boucle d'or, encore là, parce qu'on connaît juste notre vie à nous. Nous, on se dit qu'on a besoin d'eau liquide pour vivre. Fait que c'est la zone dans le système solaire où tu pourrais avoir de l'eau liquide, tout dépendant des conditions de la planète. On s'entend que ni Mars ni Vénus sont habitables en ce moment, mais ils seraient sur le bord de cette zone-là, puis nous, on est dedans. Fait qu'on regarde autour de d'autres étoiles, tout dépendant de la grosseur de l'étoile, où est-ce que la zone de boucle d'or serait, puis est-ce qu'il y a des planètes là, est-ce qu'il y a des planètes rocheuses là. Fait que ça a été fait déjà, comme il y avait le système TRAPPIST, par exemple, il y a quelques années, vous avez peut-être entendu ça pendant la nouvelle. Fait que le système TRAPPIST, James Webb va essayer de prendre des images de ces planètes-là, parce que c'est des planètes super intéressantes qui pourraient peut-être avoir de la vie. C'est capoté. C'est capoté. Par rapport on parlait des civilisations, tu sais, j'avais entendu que, tu sais, mettons, nous, notre civilisation, en ce moment, on laisse quand même une trace parce qu'on émet des ondes dans l'espace qui continuent de voyager, là, tu sais, donc... Puis on envoie même des messages dans l'espace. Puis on envoie des messages. Avec SETI. Avez-vous du papier de toilette? Ça, c'était au début de la COVID. Oui. Envoyez-nous ça! On n'a plus... on est en marre de nous aider. On est littéralement dans la marde. Puis, tu sais, même si, mettons, on s'éteint, ces radiations-là continuent de voyager, puis ça fait un genre de bang, dans le fond, là, parce que, tu sais, mettons, le moment qu'on arrête d'émettre, tu sais... mais c'est quand même curieux. Mais tu sais, donc, nous, mettons, dans 3 milliards d'années, même si on n'existe plus, mettons pas 3 milliards, mais 3 millions, mettons, ça se peut que quelqu'un entende sans fil podcast, mettons. Oui. Il est juste assis là, il écoute le sans fil, dans 2 millions d'années. Oui. Est-ce que c'est curieux, mettons, pour vous, que partout, est-ce que nous autres, on écoute, on regarde, on détecte jamais ça, même si c'est pas... mais c'est parce que nous aussi, on écoute.
Mais c'est ça que SETI fait. Ben ça, c'est pas nous. Quand je dis nous, c'est une organisation qui s'appelle SETI qui fait ça, qui envoie des ondes, justement, pour dire on est ici, puis ils écoutent, justement. Puis des fois, ils disent on a entendu quelque chose, mais souvent, c'est rien. Mais encore là, c'est parce que quand tu penses à la longueur de l'humanité et combien de temps ça aurait pu prendre pour ces choses-là d'arriver, c'est pas la même échelle. C'est ça. C'est pas curieux. Là. Nous, notre vie est tellement petite que ça se peut que ça soit là puis que ça c'est juste pas arrivé encore. Ouais, qu'on l'a pas entendu, qu'on n'écoute pas. Tu sais, c'est aussi que quand on parle de la recherche de la vie, là, en tant qu'humain, là, on n'est pas si intelligent que ça. Ben, on sait pas c'est quoi la grandeur de l'intelligence. C'est ça. Fait que nous, on comprend la vie d'une certaine manière, mais peut-être qu'on est bien épais, puis que la vie est là, puis qu'on la voit pas parce qu'on comprend pas, ou parce que c'est quelque chose de complètement différent, la vie, de ce qu'on s'imagine. T'sais, peut-être que les gens nous regardent, puis on est des fourmis pour eux autres. Il y a Neil deGrasse Tyson, de l'avais entendu, qui disait quelque chose de même. Il disait peut-être qu'il y a déjà des entités qui sont venues ici à la recherche de vie intelligente, puis ils sont juste revirés de bord parce qu'elles n'ont pas trouvé. C'est pas intéressant, ça. À la recherche de civilisation intelligente, c'est arrivé ici, en fait. Non, on s'en va. Fait que ça, mais aussi, nous, on étudie de la vie à base de carbone. Fait que on étudie la vie comme nous, à base de carbone, qui a de l'eau, tout ça. Fait que, on étudie comme, OK, on pense que ça prend des molécules organiques, on pense que ça prend de l'eau, ça prend de l'énergie. Mais est-ce que c'est juste ça, la vie? Peut-être que non. Fait que il y a ça aussi, tu sais, que c'est comme, on étudie comme, là, on essaie d'écouter des ondes de radio, oui, mais est-ce que c'est comme ça que... C'est comme ça qu'ils communiquent, là, ouais. Non, c'est ça. On peut même pas s'imaginer, probablement, c'est quoi la vie ailleurs, tu sais. Non. Ça peut être complètement autre chose aussi. C'est fou. Puis, mettons... Je te repose un peu la question que PH je t'ai posée tantôt, mais tu sais, mettons, par rapport à Mars, là, tu sais, est-ce que vous êtes complètement in the dark ou bien, mettons, vous avez, tu sais, est-ce que vous avez évalué les probabilités d'en trouver de la vie ou vous avez vraiment qu'une complète idée? Tu peux pas mettre une probabilité là-dessus parce qu'on sait pas c'est quoi qui commence la vie. C'est ça le problème, c'est que, tu sais, si on savait comme... Si dans un laboratoire, je pouvais dire, hey, je suis capable de te créer de la vie demain matin, okay? Qu'on a trouvé les ingrédients, ben à ce moment-là, ça aurait été plus facile de mettre une probabilité sur, OK, mais c'est ça les ingrédients, il faut comme n'importe quoi. Disons qu'il faut un éclair pour commencer de la vie, parce que tu as besoin d'un choc d'énergie. Mais là, statistiquement, tu pourrais dire, OK, probabilité qu'il y avait de la météo sur Mars puis des éclairs, OK, c'est ça la probabilité qu'on trouve, qu'il y ait eu de la vie et qu'on la trouve. Mais comme on ne sait pas, ben, tu peux pas mettre une probabilité. On se dit, oui, il y a des bonnes chances. Il y avait de l'eau, il y avait de l'énergie, ça ressemblait à la Terre. Si la Terre et Mars se ressemblaient en même temps, ben là, statistiquement, t'es comme, ben, ça se peut, c'est une hypothèse. Il y a même des gens qui croient que la vie aurait pu venir de Mars. Ça s'appelle Transpermia. Si vous connaissez, c'est qui? Le Neil... non, c'est The Science Guy. Là, c'est quoi son nom? Bill Nye. Bill Nye. Lui, il croit vraiment à ça. Là. C'est ça que... Ben, pas qu'il croit, mais c'est une des théories qu'il trouve très, très intéressante. Le Planetary Society, la compagnie qu'il a fondée, ben, parle beaucoup de ça dans son éducation. Mais tu sais, il y a des gens qui croient que la vie peut-être aurait pu commencer sur Mars puis est arrivée sur Terre avec une météorite ou quelque chose. Ou elle aurait pu venir d'ailleurs. Quand on dit venir, c'est pas en vaisseau spatial, c'est par impact d'astéroïdes qui envoie une roche sur l'autre puis que là, il y avait des organismes là-dessus. Ou ça aurait pu venir d'une autre comète, d'une comète qui est venue d'ailleurs, qui aurait atterri sur Terre. Fait que tu peux pas statistiquement mettre un nombre, un chiffre, mais bon, tu te dis, OK, là, ça serait vraiment bizarre s'il n'y en avait pas, il me semble. Mais tu sais, en pensant justement à panspermia, je pense que ça s'appelle. Oui, c'est ça. Sachant que ça arrive, ça, mettons qu'il y a des bouts de terre qui sont envoyés dans l'espace puis qui atterrissent à différents endroits, comme sur Mars. Les choses survivent plus longtemps qu'on pense aussi. Ben oui, c'est ça. Dans l'espace, c'est ça? Oui, comme tu sais, on s'imaginait qu'avant, on s'imaginait que tu allais dans l'espace, tout mourait. Mais non, mais même sur la Station spatiale internationale, on a trouvé des choses qui survivent à l'extérieur. Fait que c'est très possible qu'il y ait une comète avec de la glace, que quelque chose aurait pu survivre puis atterrir ailleurs. Fait que prenant ça en compte, tu sais, les probabilités qu'il y ait eu de quoi, mettons, on sait qu'il y a eu de la vie ici. On sait que de temps en temps, il y a des débris qui vont aller sur Mars. On peut se dire peut-être qu'on a amené quelque chose là-bas. Ben, moi, parce que, tu sais, c'est pas comme si, maintenant, là, c'est pas comme si des débris partent de la Terre. C'était pendant la formation de la Terre. Puis on pense pas qu'il y avait de la vie dans ce temps-là. Fait que c'est pas nécessairement comme ça. C'est ça le problème, c'est que
tu sais, les météorites puis tout ça, tu sais, c'est comme au début de la formation du système solaire, il y avait plein de roches partout. Puis ça a formé des planètes. Puis c'est là qu'il y a eu peut-être un échange de matériel, mais plus maintenant. OK, ouais, je comprends. Puis, est-ce qu'on sait... Tu sais, on dit que Mars avait une atmosphère à l'époque. Est-ce qu'on sait la composition de cette atmosphère-là? Ou? Non, pas vraiment. On sait ce qu'il y a dans l'atmosphère maintenant. C'est beaucoup de dioxyde de carbone. Mais on ne sait pas exactement si c'était toujours juste du dioxyde de carbone ou s'il y avait eu autre chose. Ça dépend un peu aussi s'il y avait de la vie, peut-être que l'atmosphère changeait. Ça se peut que ça ait toujours été du dioxyde de carbone. C'est sûr que tu peux sûrement limiter ce qu'il y aurait pu avoir dans l'atmosphère en te basant sur le genre de molécules qu'on retrouve puis ce qu'on retrouve dans les roches puis les choses comme ça. Okay. Mais on ne sait pas là, exactement c'était quoi. Puis qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu des changements climatiques de même sur Mars? Ben, c'est une autre chose qu'on étudie, mais il y a une hypothèse. En fond, c'est la mission Insight un peu est allée étudier ça. Fait que ce qui est intéressant avec la planète Mars, c'est que tu sais, sur Terre, on a un noyau externe-interne, un manteau puis une croûte. Puis sur Terre, la raison pourquoi on a notre champ magnétique, c'est parce qu'on a un noyau qui est du métal qui se refroidit. Puis en se refroidissant, ça bouge. Puis quand le métal, ça bouge, ça crée un champ magnétique. Puis sur Terre, notre champ magnétique, c'est ça qui protège notre atmosphère parce que le vent, il y a un vent solaire. Fait que le soleil, tu imagines toujours que l'espace est vide, mais c'est vraiment pas vide. Il y a un vent qui vient toujours du soleil. Fait que si tu regardes, tu te rappelles peut-être à l'école, tu as peut-être vu ça, tu as le champ magnétique, puis il y a comme une queue en arrière du champ magnétique quand tu vois des photos c'est pas des photos du champ magnétique de la Terre, mais c'est comme une reproduction. Une représentation. Oui, mais dans le fond, ça, c'est le vent qui souffle. Puis notre champ magnétique protège notre atmosphère. Fait que là, sur Mars, l'hypothèse est qu'il y avait peut-être eu un noyau comme ça qui s'est refroidi beaucoup plus rapidement. Mars est plus petite, mais peut-être qu'il y a des mécanismes aussi qui avaient été différents pendant la formation de cette planète-là. Donc, il y aurait peut-être... On sait qu'il y a eu un champ magnétique global qui n'existe plus parce qu'il y a encore des restants de champs magnétiques, comme on a amené des magnétomètres avec nous sur Mars. Et donc, ce champ magnétique-là aurait protégé l'atmosphère. Et quand la théorie est que quand le noyau se serait refroidi, qu'on aurait perdu ce champ magnétique-là, éventuellement, le vent du Soleil aurait comme... ces molécules-là seraient parties dans l'espace, éventuellement. Puis l'eau qui était sur Mars est partie aussi? Ben oui, mais il y en a encore de l'eau sur Mars, mais c'est sous forme de glace. En fait, ce qui se passe, c'est que si tu regardes Mars, comme quand c'est l'hiver dans l'atmosphère, dans l'hémisphère nord, il y a une calotte de glace en haut. Puis quand les saisons changent, en fait, le problème sur Mars, c'est que la pression et la température sont trop basses pour qu'il y ait de l'eau liquide. C'est peut-être la chimie de secondaire 4-5, là, mais je me souviens de ça parce que c'était comme des petits diagrammes, puis ça dit, OK, à cette température... Parce que, tu sais, on dit l'eau bout à 100 degrés Celsius. Là. Puis gèle à zéro, mais mais ça, c'est juste à 0 atmosphère, c'est au niveau de la mer. Là. Comme là, si tu vas en montagne, moi, je vais beaucoup en montagne, disons que tu es à 10 000 pieds, bien l'eau, elle ne bout pas à 100, là. Elle bout à 90, parce que la pression est beaucoup plus basse. Fait que, donc... Là, si tu continues comme ça, si tu te retrouves sur Mars, que tu dis, OK, là, dans le fond, toutes les phases de l'eau, par exemple, sont définies par la température et la pression. Donc, c'est un diagramme que tu peux utiliser. Mais sur Mars, il fait froid et la pression est très, très basse. Fait que l'eau ne peut pas exister en forme liquide sur Mars. Si tu amenais un verre d'eau sur Mars, là, soit que ça gèlerait ou que ça sublimerait, ça ne resterait pas liquide. Fait que ce qui se passe, dans le fond, au pôle nord de Mars, disons, quand l'été arrive, c'est que la glace part directement de glace en gaz. Fait que, puis une fois qu'elle est en gaz, ça va. Non, mais elle reste autour de Mars. Puis en fait, ça devient la glace de l'autre bord. Fait que là, ça se regèle directement de... Ben, c'est comme du dry ice, là, mais c'est exactement ça. Ça peut pas exister de forme liquide, fait que ça va directement en gaz. C'est fou. Puis, il fait combien sur Mars? Une journée chaude, c'est moins 40, genre. OK, Il fait froid. Mais ça dépend où, quand, là, l'hiver. Il y a des étés, automne-hiver. Une année martienne, c'est 2 ans. Fait que, ça dépend, ça dépend un peu de... Mais c'est fou parce que tu as dit moins 40 quand il fait chaud.
Puis un peu comme tantôt, quand tu m'as dit ça prend 7 minutes pour que le message se rende. Là, t'es comme, il fait chaud. Mais... Ben oui, mais moi, dans ma tête, c'est comme... Avec un bon coat. Ben là, tu mets un bon manteau, là. Genre, moi, je viens de Chicoute, là. À Chicoute, il fait moins 40 l'hiver, là. Non, On avait ça à Joliette aussi, mais ça va. Là. Moi, j'habite à Los Angeles pour une raison. Là. C'est correct, là. Tu n'irais pas sur Mars, là. Ben non, j'irais quand même, là, mais... j'irais pas. Mais tu sais, c'est ça, quand les gens disent qu'on va aller vivre sur Mars, là, c'est parce que non. Ouais, c'est ça. Ça sera pas, tu sais, mettons, l'idée, là, ou du moins ce que Elon Musk laisse planer de comment on va aller coloniser Mars, ça va être vraiment trop aride pour que ça puisse être la solution permanente à comme... Je m'imaginerais que, tu sais, on pourrait aller envoyer des bases scientifiques, tu sais, de gens qui vivent là pour quelques années ou qui reviennent sur Terre après, mais tu sais, premièrement, la gravité, comment ça va affecter le corps humain et tout ça, mais... Je comprends pas, dans le fond, tu sais, pourquoi coloniser Mars? On a une belle planète ici. C'est pas, pas un plan B, Mars. Ouais. C'est sûr que ça serait super intéressant d'aller l'étudier, de voir si on peut vivre ailleurs, de montrer, tu sais, de démontrer qu'en tant que civilisation, on peut s'établir ailleurs, mais là, de dire qu'on va aller vivre là-bas, je suis correct, moi. Je pense que lui, mettons, la philosophie, c'est plus de dire, s'il arrive de quoi un cataclysme X ici, mettons, une comète qui frappe la Terre, ben... il y a de la vie ailleurs, il y a de l'humanité ailleurs, ce qui fait qu'on n'est pas complètement éteint. Je pense que c'est un peu ça l'idée, mais mettons... Mais est-ce que tu peux vraiment soutenir de la vie sur Mars? Il y a ça aussi. Ben oui, c'est ça. On le sait pas encore. Puis non, c'est ça, puis ça serait... Tu sais, lui, on dirait que ça fait des années qu'il dit « Ah non, on y va, là, dans 2 ans, là, on part pour Mars. » Puis c'est comme... puis finalement, évidemment, ça arrive pas, là. Il est très ambitieux. En ce moment, il est préoccupé par autre chose. Oui. Je pense qu'il y a une compagnie de plus à ça. C'est ça. Mais tu sais, c'est comme le Cybertruck. Ça fait combien de temps qu'on l'attend, là? Ou le Hyperloop. Ou toutes ces... Mais ils l'ont fait. The Boring Company. Ouais, c'est ça. Ils ont fait le tunnel, finalement. Ils ont fait un tunnel? Ouais, mais c'était comme juste un test qu'ils ont fait. Là, OK. Ouais. Ou le Neuralink. En tout cas, il y a bien des projets. Mais c'est ça. Fait que bref, c'est pas quelque chose qu'on envisage. Là, je veux dire, c'est pas une vraie... Ben, je pense que l'idée d'avoir une base scientifique permanente sur Mars, oui, peut-être que, tu sais, c'est comme là, on a une base scientifique permanente dans l'espace. Tu sais, fait que oui, je pense que c'est possible qu'on envisage ça dans les 100 prochaines années, peut-être. Mais de dire dans les 100 prochaines années, ouais. Ben, je pense. Ouais, parce qu'on dirait, moi... Toi, là, c'est long ou c'est proche? Non, mais là, je trouve que là, c'est long. OK, mais toi, ta base de... Je sais pas, là, je suis comme... Oui, très, très vite. Parce que je me dis, mettons, tout va tellement exponentiellement vite, tu sais, dans ça. C'est sûr que... Peut-être que je suis une pessimiste, c'est sûr que le monde a tellement changé dans les 20-30 prochaines années, c'est difficile. Mais tu sais, de dire qu'on va envoyer des humains sur Mars, moi, ça m'étonnerait que ça soit avant 2040. Je sais que comme la NASA, puis ça, c'est vraiment très personnel. C'est juste la manière que je vois le monde évoluer puis le nombre de travail qu'on a à faire. Mais, tu sais, la Chine a dit qu'on est allé en 2030. Les États-Unis diraient qu'ils sont en 2030. Mais bon, si en 2039, c'est encore en 2030. Là, mais tu sais, là, on est quoi, 2022? Je pense qu'on va retourner les humains sur la Lune d'ici 2024. 2025 à peu près. Puis ça, j'y crois, parce que là, surtout avec Artemis qui a lancé, puis on l'a déjà fait. Fait qu'on sait à peu près comment le faire. Il y a du travail à faire encore. Mais c'est une grosse différence de dire entre aller sur la Lune et aller sur Mars. C'est pas la même chose du tout. Là. Fait que, déjà, comme ramener les échantillons de Persévérance, ça va être au début des années 2030. Parce que ça prend juste tant de temps que ça, développer tout ça. On n'a pas commencé à développer tous les systèmes d'atterrissage d'humains sur Mars. Là. Fait que, c'est ça. Fait que ça va prendre un peu de temps. Mais là, OK, tu dis peut-être s'il y a des avancements technologiques très, très rapides, 2040, qu'on continue à envoyer des gens tous les 2 ans. Parce que là, un voyage sur Mars, c'est pas 5 minutes non plus. Là. Ça va te prendre 6-7 mois de te rendre. Il faut que tu restes là le temps que les planètes se réalignent pour pouvoir venir. Fait que on s'entend qu'on s'attend à peu près à un voyage de 2 ans à 2 ans et demi quand on envoie des humains vers Mars. On n'a jamais envoyé un humain à l'extérieur de la Terre si longtemps que ça. Le plus longtemps, c'est à peu près 1 an quand ils vont sur la station spatiale. Fait qu'il y a du travail à faire. Ah ouais, puis sur le corps humain aussi, de partir 2 ans et demi. Ben c'est ça, sans gravité. Mais tu sais, c'est là, sur Mars, il y a 1/3 de la gravité. Est-ce que c'est assez pour rester en forme? Et plus, si tu passes 6 mois dans l'espace, puis tu arrives sur Mars, tu n'es pas capable de marcher. Ouais. Il y a ça, là. Il y a plein de choses comme ça à penser. C'est fou, hein? Probablement que, en tout cas, les premières personnes qui vont faire ça, si jamais il y a quelqu'un qui le fait, là, mettons, c'est
tu dis salut à tes proches avant de partir. Là. Ah, ben oui. Tu leur dis un bon C'est sûr que tu vas toujours les ramener, mais il y a toujours des risques. Mais c'est comme les premiers astronautes qui sont partis. Là, c'était vraiment comme ça. Ouais. C'est sûr que, bon, tu sais, on va avoir des systèmes qu'on va avoir bien essayés, atterri bien des fois, tu sais, qui sont... Mais... Tu sais pas, là. Ouais. C'est quoi, toi, dans ta spécialité, les avancées technologiques que tu checkes le plus, mettons? Tu sais, qui a comme de quoi qui va débloquer, mettons? Y a-tu des... Mais un peu de tout, mais c'est sûr que, tu sais, là, on a des ordinateurs de plus en plus performants. Tu sais, comme quand tu dis que quand on a atterri à Apollo, l'ordinateur était moins bon que ce qu'il y a dans ton iPhone. Ouais. C'est impressionnant. Même, potentiellement vraiment moins bon. Là. Oui, vraiment, vraiment moins bon. Là, tu sais, comme l'hélicoptère qu'on a fait voler sur Mars, ben c'est le même ordinateur que tu as dans un Android. Là, fait que c'est à peu près ça, tu sais. Puis déjà, là... il y avait 2 ordinateurs à bord, puis c'est un des robots les plus performants qu'on a envoyé sur Mars. Fait que c'est fou à dire. Fait que ça, puis là, ça, on avance. Mais c'est parce que tu peux pas envoyer les mêmes ordinateurs parce qu'il y a beaucoup de radiation dans l'espace et sur Mars. Donc, ça peut affecter tes électroniques. Fait qu'il faut que ça soit quelque chose qui va durer bien longtemps. Tu peux pas juste donner un iPhone au robot. Allez, c'est sur Mars. J'aurais aimé, mais je sais pas un live de Mars. Sur Tinder, il swipe et il n'y a personne. Un live sur Mars, là. Hey, salut la gang, merci d'être là. Checkez autour de moi. Fait que ça, c'est ça, c'est très intéressant. C'est sûr qu'au niveau, dans les 10, 20, 30 prochaines années, ce qui serait intéressant de voir, c'est tout ce qui est le voyage dans l'espace. Mais il n'y a pas rien que je peux dire, ça, c'est vraiment promettant que ça va révolutionner. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail qui est fait là-dedans parce qu'en ce moment, on est limité à la vitesse de laquelle on peut aller voyager. Est-ce que l'intelligence artificielle devient un espèce d'outil intéressant pour un robot comme Perseverance qui est sur Mars en ce moment? S'il y avait, mettons, un AI qui lui permet de faire déjà son mapping par lui-même puis de ben c'est ça un peu. Tu sais, la définition de AI, c'est comme... Oui, c'est pas ce qu'on a... Parce que nous, on est toujours un peu en arrière en technologie parce qu'il faut que ça soit vraiment prouvé. Ouais, c'est ça. Mais comme là, être capable de se conduire soi-même, ben, c'est une forme de AI. Ouais. On est en train de... Justement, il y a un changement de logiciel qui va être fait sur la mission bientôt qui va lui permettre aussi de faire ses propres décisions. Genre, si je lui dis, OK, en 10h et 11h, tu fais ça, en 11h à midi, tu fais ça, whatever, jusqu'à 4h. Mais disons qu'il a fini de faire toutes ses activités à 2h30. Là, il peut dire, OK, ben là, je vois des roches autour de moi. Celle-là, elle a l'air intéressante. Laisse-moi donc prendre des données et les renvoyer vers la Terre. Fait que le robot va être capable de faire certaines décisions comme ça. Vous faites un update ici, puis lui, il le reçoit? Oui, c'est ça. Tu l'envoies. C'est comme du software, tu envoies. Ben, c'est comme sur ton téléphone quand tu fais un update. Là, c'est vraiment la même chose. Mais vraiment, presque. Là, ça prend quelques jours. Là. Mais on envoie les fichiers. C'est comme on envoie les fichiers par onde de radio. Airdrop, là. Oui. Airdrop sur Mars. Puis après ça, tu dis, OK, ben ouvre ce fichier-là, fais ça. Puis ça fait un upgrade de software. On l'a déjà fait 2 fois. Sur hein? C'est fou, pareil. Oui. Ouais. Ça fait peur un peu. Là, oui, c'est mais ça. il y a 2 ordinateurs. Fait que si l'upgrade ne marche pas sur un... Il y a un backup. Oui, il y a un backup. Mais tu sais, on le pratique ici sur Terre aussi. On a des copies de l'ordinateur. Fait qu'on sait que ça va marcher. OK, vous avez des copies pas du robot, j'imagine? On a une copie du robot complète, oui. La seule chose... Il y a quelques petites différences, mais oui, on a un champ de Mars, puis on a une copie du robot, puis on peut se pratiquer avec. Ah ouais, hein? Ouais. C'est hot. Fait que ça nous permet de... Parce qu'il faut tout pratiquer avant qu'on se rende. Ouais. À chaque fois, dans le fond, là, à chaque fois que vous avez quelque chose. C'est plus quand on fait des choses de nouveau. Okay. Sinon, ça serait long, là, tout réessayer ça. Mais tu sais, comme les premiers jours sur Mars, on les avait toutes pratiquées à l'avance. Là, si on fait un changement de logiciel, le premier échantillon, on va se pratiquer. La première fois qu'on fait quelque chose, comme là, quand on va utiliser le nouveau logiciel, de prendre des décisions, on va se pratiquer. Fait que, c'est pour entraîner, pour être sûr que le logiciel marche bien, mais aussi pour entraîner les humains qui font les opérations. Un peu des deux. Incroyable. Comment, à moins que t'avais-tu une autre question par rapport à l'espace? Par rapport à l'espace? Non, mais par rapport à... je me demandais s'il y avait d'autres... Si c'était quoi, mettons, tes projets de rêve, mettons, là, mettons dans le futur, là, mettons des missions sur lesquelles tu aimerais travailler ou des trucs,
Moi, il y a une mission que, j'avais travaillé sur une étude de cette mission-là, comme quand j'ai commencé à la NASA, puis elle s'est jamais passée, mais peut-être un jour. En fait, il y a une autre lune il y a une lune autour de Saturne, cette fois-ci, qui s'appelle Encelade. C'est une autre lune d'eau. Fait qu'il y a de l'eau, il y a une croûte de glace, mais il y a comme des gros giseurs d'eau qui sortent comme dans l'espace. Puis la mission Cassini avait passé, justement, elle avait vu cette eau-là, elle avait étudié la planète, mais c'était pas préparé à trouver ça. Elle a comme découvert ça. Il y a comme une genre de grosse traînée. Oui, c'est ça, une traînée d'eau qui sort de la Lune. Fait que c'est ça, Cassini avait découvert cette Lune-là, mais n'a pas pu l'étudier plus que ça. Mais c'est une autre place où l'astrobiologie serait super intéressante, puis encore un peu plus facile, parce que là, tu n'as pas besoin de creuser pour aller pêcher. Tu as juste ton petit filet. Tu n'as pas besoin d'amener ta grosse drill. Oui. L'eau est à la surface? Ben non, mais l'eau, elle sort, c'est un... Ah oui, c'est ça. Fait que tu n'as juste pas besoin de pogner ce qui sort du geyser. Oui. Fait que ça serait une place super intéressante à aller. Dans le fond, c'est Europe, puis c'est Encelade. Dans le fond, c'est les deux qui ont... Les deux qui ont... Dans le fond... Jusqu'à date, c'est les deux seules places qu'on sait qu'il y a de l'eau liquide. Je pense qu'ils pensent que peut-être que Triton a de l'eau aussi en dessous. Okay. Puis là, il y a des théories que... Mais oui, mais il y a toutes sortes d'autres lunes bien intéressantes, comme il y a Titan autour de Saturne où il pleut de la méthane. Il y a des lacs de méthane, puis il pleut de la méthane. Fait que, ils ont une atmosphère encore plus épaisse que la nôtre. On a atterri sur Titan encore avec Cassini. Il y avait... Mais c'était un petit atterrisseur de rien c'est juste avec un parachute, quand on a une atmosphère épais comme ça, qui a atterri sur Titan pour étudier la surface. Il a juste survécu comme quelques minutes. Mais là, il va avoir... C'est pas nous, c'est un autre centre de la NASA qui va envoyer un hélicoptère sur Titan dans une dizaine d'années aussi pour aller étudier ça. Puis mettons, tu sais, qu'on peut imaginer que la vie peut être complètement différente. Tu sais, nous, on est un peu fait à base d'eau, mais peut-être qu'il y a du monde fait à base de méthane. Ça se peut-tu? Oui, mais la méthane, c'est intéressant parce que oui, c'est du carbone. Fait que, puis ici, tu sais, la méthane, elle est créée par le processus biologique. La méthane sur Terre. Fait que, c'est ça qu'il y a dans ton pet, là. Ouais. Ben, c'est une des choses qu'il y a dans ton pet. Mais surtout les vaches. Oui, le tien. C'est même pas tout le monde qui crée la méthane, mais les vaches en créent beaucoup. Ouais. D'ailleurs, c'est une des choses. C'est pour ça que ça crée que les vaches, les gens disent les vaches affectent le changement climatique. Mais c'est ça, c'est à cause du méthane. Okay. Mais c'est ça, fait que là, tu dis, OK, est-ce qu'il y a un processus biologique qui peut créer ce méthane-là sur Titan? Ou est-ce que, justement, est-ce qu'il y aurait pu, comme nous, on est une vie à base d'eau, est-ce que les gens pensent qu'il pourrait aussi avoir une vie à base de méthane? Puis, pour un autre endroit dans le système solaire qui est intéressant, Vénus, dans le passé, avait aussi des ressemblances avec la Terre. Oui, mais ce qui est intéressant avec Vénus, comme on s'est dit, c'est que c'est aussi dans cette zone de boucle d'or, ou juste au bord de la zone de boucle d'or, il ressemblait à la Terre. Vénus, en fait, est presque à la même grandeur que la Terre. C'est presque notre jumelle. Sauf que ce qui s'est passé sur Vénus, c'est ce qui s'appelle en anglais le Runaway Greenhouse Effect. Mais ça pourrait arriver sur Terre aussi. C'est que l'effet de serre, en fait, s'empire par lui-même, parce que là tu as des gaz qui gardent l'infrarouge sur Terre, puis ça devient plus chaud à cause de ça, qui crée plus de gaz, qui garde... C'est ça qui s'est passé sur Vénus, de manière naturelle. Ça n'a pas été affecté par personne, mais c'est une planète complètement inhabitable maintenant, qui a des pressions très, très hautes, fait très, très chaud à cause de cet effet de serre-là. Mais c'est intéressant. Il n'y a pas une utilisation qui a créé cet effet de serre-là. Pas à ce qu'on sache. S'il te plaît, dis-moi oui. Mais c'est intéressant d'étudier Vénus parce qu'encore là, c'est un autre exemple de planète terrestre qu'on appelle une planète rocheuse, mais où s'est passé quelque chose de complètement différent. Fait que là, il y a 2 missions dans les 10 prochaines années, plus ou moins, qui vont être lancées là. Une du Jet Propulsion Lab qui s'appelle Veritas, puis une autre, je pense que c'est Goddard Space Flight Center qui va envoyer ça. Qui vont aider qui étudie, c'est en orbite là, pour étudier Vénus. Puis qu'est-ce qui explique qu'on l'envoie en orbite, mais on est pas capable, c'est parce qu'on n'a aucune idée si on peut atterrir dessus? Ou... je pense que les Russes ont atterri sur Vénus, hein. Ça, il me semble. Hein. Mais c'est juste que les pressions sont très, très hautes. Puis oui, il y a des concepts aussi pour atterrir quelque chose, mais c'est complètement différent. C'est intéressant, une des questions, c'est pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à Mars plus que Vénus?
je pense que c'est plus facile d'atterrir sur Mars. Puis c'est un peu comme, ça revient à la guerre froide un peu aussi. T'sais, on dirait que les Russes se sont beaucoup intéressés à atterrir sur Vénus. Ils ont fait les premiers atterrissages, les premières observations de Vénus. Puis nous, on a réussi en premier sur Mars, fait qu'on s'est comme axé dans cette direction-là. Puis c'est sûr que quand on parle de la recherche de la vie, ben Mars, c'est un peu plus intéressant pour ça en ce moment. Ah ouais, donc, mais tu sais, je dis ça, puis là, s'il y a des gens de la communauté scientifique de Vénus qui écoutent, tu sais, c'est comme, tu sais, eux autres sont comme, non, il y a bien des choses intéressantes sur Vénus aussi, tu sais, c'est aussi un peu là, la grandeur des communautés scientifiques, ou est-ce que c'est un peu, c'est vraiment comme beaucoup de politique, où est-ce qu'on va. Ouais. Mais, tu sais, je pense que même si Mars, c'est comme la deuxième planète la plus proche, Vénus est plus proche, c'est un peu plus facile à atterrir là. Fascinant. Fait que la question, mettons, auquel de ton vivant t'aimerais avoir la réponse, c'est celle-là. Là. Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Ouais. Ouais. Je pense qu'on a une bonne chance d'être capable de répondre ça. Ouais. Ça va être bizarre, hein, si on... Si on s'en rend compte. Qu'est-ce que tu penses que ça va changer pour nous ici, dans comment qu'on... Ben là, premièrement, est-ce que les gens vont vraiment y croire? Ça va être intéressant. On a de la misère à croire on a de la misère à croire au changement climatique. Puis tu sais, ça va bouleverser quand même, tu sais, tout ce qui est religion, tout ce qui est compréhension. Il y a tout ça, mais tu sais, toi, en tant qu'individuel, c'est la compréhension de ta position dans l'univers. Tu sais, que là, t'es pas tout seul. Ça change quand même quelque chose. Mais oui, ça va être intéressant à voir, genre, comment ça change les balances de pouvoir dans le monde. Tu sais, que si tu as cru toute ta vie que tu viens d'Adam et Ève, puis que là, on dit qu'il y a de la vie ailleurs. En même temps, si tu es encore là, peut-être que même d'entendre qu'il y a de la vie ailleurs, ça va rien changer dans ton système de croyance. Peut-être que non, c'est ça. Avec les informations qu'on a déjà sur la création. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, d'un autre côté, tu sais, je travaille avec des gens qui sont très religieux, puis, tu sais, qui sont capables de. C'est pas toutes les religions, toute forme de religion non plus qui dit que tu peux remettre les deux ensemble et dire c'est peut-être la même, en tout cas. Puis tu peux décider d'adhérer à un certain code de valeurs puis de coutumes sans nécessairement croire à Adam et Ève. Exact. C'est ça, ou l'Arc de Noël. Mais c'est ça. Fait que ça va être intéressant à voir. Vraiment. Mais ça va prendre des bonnes preuves là, pour vraiment démontrer qu'il y a de la vie ailleurs. C'est difficile. Ah ouais, hein? Ouais. Avant de te laisser partir, juste un petit mot. Comment ça va sur le lancement de ton livre? Es-tu content de la réception? Est-ce que les gens t'en parlent beaucoup? Ben là, je vais être au Salon du livre cette semaine. C'est bizarre parce que moi, je le sais pas trop. Enfin, je suis pas ici, tu sais. Fait que je sais pas, genre... je suis même pas allée dans une librairie pour voir mon livre encore. Même si ça fait 1 mois et demi. Mais tu sais, le nombre de gens qui m'ont écrit pour me dire que ça leur a touché ou qui ont appris quelque chose, ça a été très, très positif. Fait que, mais je m'attendais même pas à cette réception-là. Je pense que quand j'ai écrit le livre, c'était vraiment juste pour partager mon histoire puis pour peut-être inspirer une personne ici et là. Mais ça a été super bien reçu, je pense. Fait que on va voir. Je suis rendu à la moitié. C'est super intéressant. C'est vraiment super cool. Puis, tu sais, là, on a parlé beaucoup d'espace, puis mais tu parles beaucoup de ton histoire, puis tu sais, t'es grandi à Joliette, tu as une famille, tu sais, d'origine indienne qui a vécu, mais tu sais, t'as quand même un parcours particulier, t'es allé à Londres, t'es allé aux États-Unis. Fait puis toutes les embûches que t'as vécues à travers du chemin, puis on pourrait faire un tout autre podcast au complet juste là-dessus, sur ton histoire. Puis c'est vraiment fascinant, puis je pense justement, effectivement, qu'il y a bien du monde qui peuvent lire ça, puis que ça peut les inspirer à suivre leur rêve, dans le fond, comme tu as fait. Oui, je voulais vraiment partager comme une partie de moi, tu sais, dans le fond, je parle peut-être moins en entrevue, puis montrer aux gens que, tu sais, premièrement, tu sais, être immigrant, de quoi ça a l'air, mais aussi être scientifique, de quoi ça a l'air, puis que c'est pas juste comme l'idée qu'on a d'une personne qui suit un certain chemin puis qui se retrouve là. Puis c'est important aussi de parler comme des échecs, des difficultés, de se retrouver soi-même. Tu sais, c'est un peu un coming of age, dans le fond, là, comme moi, comment je me suis retrouvée là. Mais avec des faits très scientifiques là-dedans aussi. Tu sais, mais je l'ai écrit... quand je l'ai écrit, j'ai dit ça à ma mère, j'ai dit, je l'ai écrit pour que ma mère puisse comprendre. Puis ma mère est prof, tu sais, mais elle était prof de français, tu sais, puis elle enseigne au primaire. Fait que, tu sais, c'est pas la science, oui, tu sais, elle peut lire, elle peut comprendre, mais tu sais, c'est pas son fort, même que des fois, elle décroche quand j'y parle. Fait que, mais je l'ai vraiment écrit pour que, tu sais, monsieur, madame, tout le monde puisse le lire. Mais c'est cool, mais la science est accessible en même temps, je veux dire... Tu y vas quand même, puis c'est on parle de l'ADN, tu sais. C'est ça, ben oui, c'est ça, puis c'est intéressant, puis genre, tu sais,
des fois, c'est des concepts. Moi, il y a plein de concepts que j'avais déjà entendus, mais tu sais que c'est quand même un refresh puis un... Fait que, ouais, c'est intéressant. Puis je trouve que la balance est bonne, justement, entre le côté plus scientifique puis de ton histoire humaine qui est vraiment fascinante aussi. Mais j'ai du fun à l'écrire. Ça a pris... Ouais. Dans quel temps? Mais tu sais que ce livre-là, là, écrivez pas des livres comme je l'ai écrit. Parce que moi, j'ai eu le contrat du livre en avril 2021. Ben, c'est là que les éditions-là m'ont contacté. Ouais. C'était comme leur idée. Ouais. Je pense que j'ai dû signer le contrat comme l'été 2021. Puis ils m'ont dit, OK, le 4 avril 2022, il faut que tu nous remettes une copie du manuscrit. Ben, la fille, elle n'a pas commencé à prendre le 1er janvier 2022 à l'écrire son livre. Fait que... Janvier. Ouais, Janvier, mars, avril. Ça va janvier, bien. février, mars, avril. Mais même pas avril, parce que c'était 4 avril. Oui, 3 mois. Ah ouais, mais tu sais, c'est parce que j'avais rien à inventer. C'était déjà là. Puis, tu sais, puis j'y avais pensé. Tu sais, j'avais comme, OK, je savais quel chapitre. Tu sais, c'était ma vie que j'avais vécue. Fait que je savais comme, tu sais, j'avais lu bien des livres pour savoir ça va être quoi ma voix. Puis tout ça. Fait qu'une fois que j'ai commencé, ça s'est bien passé. Ouais. Mais. Tu travaillais en même temps ou? Oui. Ben oui. Fait que là, je rentrais le soir. Puis là, je m'étais dit, je vais écrire 1000 mots par jour. Ah, tu sais, c'est 65 000 mots à peu près, 250 pages. Fait que ça, OK, 2000 mots par jour en 2 mois, ça s'écrit un livre. Ouais. Fait que là, j'avais dit à mon... C'est long, 10 000 mots par jour quand même. 1000 mots par jour, ouais. Non, mais c'est ça, ça prend 2h30, 3 heures. Mais tu sais, faut que tu le relises, faut que tu l'édites, faut que tu le... Oui, c'est ça. Fait que je m'étais dit, OK, j'écris 1000 mots, puis après ça, je le relis. Tu sais, là, ça me donne un... Là, mon en fait, tu remets le manuscrit, mais tu fais beaucoup de... J'avais une éditrice puis l'édition, mais ce que j'avais fait, c'est que c'est vraiment mon chum qui m'a aidé. Là. C'est lui qui faisait la cuisine puis tout. Puis il avait pas le droit de me donner à souper avant que j'écrive mes mots. À chaque Wow! Fait qu'il y a des jours que j'avais faim. C'est que... Il n'y a rien comme écrire en n'ayant aucune énergie parce que tu n'as pas mangé. T'es en danger de vie ou de mort. Si j'écris pas ça, je meurs. Mais ça te force, dans le fond, je pense que c'est pas Seinfeld qui... Mais tu sais, le gars qui écrit Seinfeld qui disait ça, que tu sais, ça te force à sortir 1000 mots. Que ça soit de la merde ou non, dans le fond. Tu le sors au moins. Tu le sors, puis après ça, c'est correct. Le plus difficile, c'est mettre ces 1000 mots-là. Puis après, tu t'arranges avec. Là. Exact. Tu le retravailles, tu coupes, Exact. Merci beaucoup. Oui, d'être venu. C'était vraiment cool. Vraiment le fun. Oui. Merci. Je suis pas venue avec mes notes non plus. Oui, c'est ça. Parfait. Ça a été smooth. Oui. On a bien compris. Merci beaucoup. Oui, merci. Ouais.